Puis Alain, comment était ta journée aujourd'hui? Ben, je t'avouerai, je suis fatigué des bras, là. Fatigué des bras. Je me suis dit, on avait du fromage à râper pour faire une recette. Puis là, j'étais comme, bon, ben, tant qu'à y être, on va le râper au complet, là. Fait que j'ai mal au bras. C'est comme ça que je me sens. À ramper, ramper de briques de fromage. Je l'ai râpé au complet, 1 kilo, manuellement. Je pense qu'il faudrait que je m'achète un robot, là. Il me semble que j'avais vu quelqu'un mettre ça dans un robot, puis ça l'a déchiqueté. Ah, mais ça Peut-être te prend plus un truc, efficacement. ça te prend un truc spécifique pour ça, mais je veux dire, c'est bon, il faut que t'en aies en maudit pour que ça vaille la peine de faire ça. Là. Mais je te dirais, nous, au final, on l'achète quand il est en spécial, en briques, Mhm. puis on se fait des staches, puis on les gèle. Donc, I guess que je pourrais m'acheter ça, puis ça serait rentable sur le long terme, parce que je te dirais qu'on consomme beaucoup plus de fromage râpé que de fromage régulier. Attends, tu râpes ton fromage puis tu le gèles après? Non, 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 je le garde en briques, mais quand je n'ai de besoin, genre, je décongèle la brique dans mon frigo, puis 2 jours plus tard, je la râpe au complet. Ok. Ouais, je me demandais, ça allait bien se conserver, ça, une fois congelé du fromage râpé. Là. Non, c'est un peu weird. Faites pas ça. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 15e épisode de Bonjour à Montréal. Salut Pat, comment ça va? Ça va bien, toi, Alain? Ça va pas pire. On avait quelques follow-up à faire, là. Dans le fond, je pense que tu voulais nous parler un peu de la fin du studio. Oui. En fait, ça fait comme un mois qu'on n'a pas enregistré, puis t'es pas mal occupé le mois de février, en fait, à cause justement de la fin du studio. Chose que j'ai pas très parlé dans les derniers mois, là. Ouais, que j'ai pas beaucoup parlé. Mon Dieu, je perds mes mots. Mais en gros, tu louais un local, là, si je comprends bien. Là. Non, mais on en a déjà parlé souvent dans les épisodes passés, même que les premiers épisodes ont été enregistrés physiquement dans le studio avant la pré-pandémie. Mais oui, dans les derniers mois, en fait, depuis le début de la pandémie, le studio s'est ramassé à être vraiment moins utilisé par moi et mon partner. Puis qu'on a juste venu à la décision de ne pas renouveler le bail et de quitter le studio. Donc, on s'est pris un espace de stockage pour conserver ce qu'on voulait garder. Puis le reste, on s'en débarrasse. Puis évidemment, le mois de février, c'était de faire ce mouvement-là, de s'occuper aussi de faire l'annulation des services. Puis Déménager le stock, I guess. Déménager, exactement, ouais. Ça a pris pas mal tous mes week-ends puis de mon temps libre pendant le mois de février. Là. Donc, ça, c'est une des grosses raisons pourquoi j'ai pas été... que j'avais pas le temps que je voulais pour m'occuper du montage de l'épisode précédent. Mais bonne nouvelle, à ce que j'ai compris, c'est fini, là. On peut dire que c'est fini, puis t'es de retour un peu à la normale, là, mais moins studio, évidemment, là. Je vais dire que c'est fini à genre 90-95%. Il reste à finir de nettoyer le local, de finir de vider ce qu'on garde pas. Surtout sur du matériel qu'on doit les faire recycler, là. Donc, c'est presque terminé, mais j'ai l'impression que j'ai encore passé au moins une autre journée, en tout cas, au moins une autre demi-journée au studio là, pour finaliser le tout. Là. Bon, tant mieux si la grande majorité a été fait, là. Puis, ça a quand même été une belle expérience pour toi, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'aimais bien ça, m'y rendre pour enregistrer. Là. Ça faisait vraiment un espace agréable, là. Ah, c'était le fun, c'était vraiment le fun. Mais c'est ça, c'est la fin d'un chapitre, puis on va voir ce que l'avenir nous réserve. Sinon, si on passe à autre chose dans les follow-up, on voulait vous parler de la fin du storage illimité pour les produits Google Workspace étudiants. On en avait parlé à l'épisode 13. Ouais, qui était pour le storage des photos. Puis là, cette semaine, la semaine dernière, là, Google a annoncé que, dans le fond, les Google Workspace for Education, qu'ils disent comme ça en anglais, je pense même en français, ils l'appellent pareil, là. Mais donc, les produits qu'ils donnent gratuitement aux écoles, mais ils vont arrêter le storage illimité. Puis ils vont imposer une limite. Bon, on avait ouvert le truc, là. On parle d'une limite de 100 TB pour l'ensemble du Workspace. Donc quand on dit Workspace, on parle de tous les étudiants ou c'est par étudiant? Non, au total, là, pour tout le monde. Oh, wow! Ça fait une différence de passer de illimité à une limite commune de 100 Tera. Là. Wow!
Il va falloir définitivement faire du ménage, j'imagine, pour certains administrateurs. Hey, Dans mon cas, pourrais, je ne sais pas si vous utilisiez Workspace. Workspace de Google, mais moi, je vous dirais, mes écoles précédentes, c'était tout du Microsoft pas mal, là, la suite Office là, pour étudiants. Là. Mais à l'ETS, on l'avait. On avait accès à Workspace qui n'était pas, dans le sens, c'était pas comme principalement utilisé, mais on avait accès à ça, puis si on voulait l'utiliser, on pouvait. Donc oui, ça va faire une différence de ne plus avoir accès à ça. Là. Bon, ben ceux qui utilisaient ce service-là pour faire des backups, tout ça, là, on va trouver une solution. Là. Ah, mais j'en ai C'est plusieurs triste. que, dans mon cercle d'amis qui disaient ça. Là. C'est comme, ah, ben là, j'en fais avec mon data que j'ai vu là-dessus. Puis c'est pas clair en ce moment. Il n'y a pas l'air d'avoir, quand j'en parlais, comparativement au storage de photos, là, qu'ils ont mis une clause grand-père, que ce qui est déjà là compte pas. Mais il n'y a pas l'air d'avoir une clause comme ça, équivalente dans ce cas-ci. Donc, je sais pas comment ils vont faire. Parce mettons que ton organisation dépasse le 100 Tera, c'est comme quoi, tous tes uploads sont gelés. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir au moins une sorte de limite, là, ou une période comme de grâce, là. Ben, on est en période de grâce puisqu'ils ont plus qu'un an pour pouvoir, je veux dire, faire les ajustements d'ici là, mais encore une fois, je sais pas comment... Ok, je pensais que c'était à partir de maintenant. Okay. Non, ils ont annoncé. Oui, ok. c'est juillet 2022 là, que c'est la date que ça va commencer à s'appliquer. Mais comme je dis, je sais pas comment ils vont faire pour les trucs déjà uploadés. Là. Ah, ça va être intéressant. Là. Sûrement d'autres nouvelles qui vont suivre là, quand on va se rapprocher de la date. Là. Ils vont sûrement faire un peu comme ils ont fait avec la photo, là, c'est-à-dire tout le monde qui avait du data en trop, là, ou quand il y avait... C'était quoi déjà le message là, qui nous apparaissait tout le temps? Là, sur... Ah, mais c'est le truc de la corbeille, ça n'a pas rapport. Mais sûrement qu'ils risquent de faire quelque chose comme ça. Là. Tous ceux qui utilisent trop de storage, chaque fois qu'on se connecte, ils vont envoyer encore un une fois, pop-up. Ouais, mais tu dis ça, mais c'est pas une limite personnelle, c'est une limite commune que c'est comme... la doc, elle est très vague, mais c'est quand même... Ça dit que c'est les admins de l'organisation qui vont devoir gérer ça. Mais j'ai aucune idée comment ils vont faire, là. Eh boy, ça promet. J'ai aucune idée comment ils vont faire. Puis surtout, en plus, ça dit un peu plus bas dans la page de documentation qu'on va lier, là, que c'est applicable pour 20 000 utilisateurs et moins. Puis si tu as plus que 20 000, ben là, tu vas avoir aussi plus de storage, mais ils disent pas combien. Que 10 Tera divisé par 20 000, je sais pas combien ça fait, mais ça fait pas gros, là. Non. Ça fait vraiment pas beaucoup. Puis, mais on prend l'exemple de l'ETS. Je pense pas que vous êtes 20 000 à l'ETS, là, à moins que je me trompe. Mais l'affaire, c'est que les étudiants passés, ils conservent leur accès, que je sais pas... je sais pas, cumulatif. Tu sais, en même temps, jamais, là. Je pense que les cohortes, c'est entre 5 000 et 10 000, là, mais je pense qu'on... en tout cas, de mémoire, là. Mais encore là, j'ai peut-être j'en dis trop, là. C'est une bonne question, en fait, en termes d'actifs, là. Mais... moi, non, ça se peut qu'on dépasse le 20 000, du moins en cumulatif. En là. actif. Ça restera à voir. De toute façon, c'est les administrateurs, là, c'est pas les personnes privées là, qui s'occuperont... Sûrement qu'il va arriver, il va y avoir un message des administrateurs. Veuillez supprimer les données jusqu'à X, là, puis ils vont segmenter ça, vont diviser la tarte en nombre X étudiants, là, en 15 000, 20 000 étudiants. Non, ça va être spécial, là. Donne-moi 30 secondes d'abord, je vais faire le calcul parce que je suis vraiment curieux. Si on a 100 Tera, là, je prends 100, je le mets en gig, je vais mettre 1, 2, 3, 0, on va faire 100 Tera. Puis là, on divise ça par 20 000. Ça fait 5 gigs par personne. Ouais, 5 gigs, c'est moins que le 15 qu'ils te donnent avec ton compte Google. C'est même moins qu'un compte Google normal. Ouais. Ah! Ça reste à voir. Je trouve ça embêtant. Je trouve ça... Je suis plus à l'école, puis c'est pas mon problème, mais je trouve ça embêtant. Sinon, il y a le classique... tu sais, il y a plusieurs alternatives. Là. Si vous voulez avoir du storage cloud gratuit, vous pouvez faire un compte Google, 15 gigs. Sinon, il y en a plein d'autres, là, mais nous, on envoie aussi nos clients là, sur Mega, qui offre 50 gigs gratuitement. Ah, c'est intéressant pareil, ça.
Puis ce qui est spécial avec Mega, là, c'est surtout le fait que le storage est un peu encrypté. Là. Quand tu télécharges un fichier de là, on dirait qu'il va comme charger. Puis quand il a fini de charger, mais là, c'est pas pour le télécharger. Là, c'est bizarre. Non, ça mais fonctionne. Ben, tu sais pas comment ça marche? Pas exactement le fonctionnement interne. Je peux t'éclairer un peu, en fait, mais le Mega, c'est le successeur de Megaupload. Ils ont changé leur manière de fonctionner pour justement contourner les problèmes légaux qu'ils ont eu auparavant. Et comment le système fonctionne maintenant, c'est que les fichiers sont encryptés de leur côté. Et le lien de téléchargement lui-même, c'est la clé de désencryption qui est faite puis qui est processée par le navigateur. Oh, wow! Fait que, en gros, c'est le lien qui fait en sorte que tu puisses télécharger. C'est intéressant. Et donc, le data du côté de Mega, ben, il est toujours encrypté puis ils ne savent pas c'est quoi. Puis c'est les utilisateurs eux-mêmes qui peuvent accéder aux data avec le lien qu'ils ont. Mais sans ça, c'est pas possible d'avoir l'accès aux données. C'est très intéressant. Je savais qu'il encryptait, mais je savais pas que ça marchait avec l'URL directement. Là. Non, c'est très intéressant. Donc, ça prend l'URL pour partager. On s'en rappellera, le Mega Upload, là, ça fait quand même un moment là, que c'est mort. Puis c'est longtemps. Là. Puis Mega, ça fait longtemps là, qu'ils sont en place. Là, puis ça commence à devenir une option intéressante. Là. Ils offrent maintenant des backups pour les NAS maintenant. Donc, ceux qui ont des storages à la maison, ils offrent des backups pour ça. Avec aussi des backups, une solution un peu plus pour entreprise. Donc, non, très intéressant, mes gars. Hein. Si vous avez jamais été sur le nouveau la nouvelle alternative là, après, là, ou vous connaissez pas du tout c'est quoi, là? J'utilisais pas tant Megaupload avant, puis je l'ai pas vraiment utilisé non plus. Là. Je me rappelle avoir été chercher quelque chose, mettons, dans la dernière année chez Mega, mais juste parce que c'était un truc que je cherchais, mais à part ça, non, je suis pas un utilisateur actif. Je dirais beaucoup de... J'avais comme cotisé avec des amis, on s'était comme acheté un compte premium à comme 5. Okay. J'avais des accès comme pour télécharger parce qu'il y avait beaucoup de contenu qui était intéressant back in the days. Souvent comme, je donne un exemple du contenu qui était plus disponible autre que sur Mega. Là, tu parles Mega, là, pas Megaupload. Non, m'excusez. Remplacez tout ce que je viens de dire par Megaupload. Dans le temps, dans le temps de Megaupload. Dans le temps de Megaupload, parce que on sait, là, plus le temps avance, moins souvent quand c'est vieux, là, c'est vieillissant, le donné, il se retrouve seulement comme dans les serveurs où est-ce que le storage était dédié pour ça. Là. Mm-hmm. Donc, une solution qui était intéressante, là, très populaire à l'époque. Là. Ceux qui ont connu ça là, s'en souviennent très bien. En effet. Puis Alain, dernier point au niveau du follow-up. L'histoire du REM vers l'Est est revenue dans les nouvelles il y a 2 semaines avec le fameux segment aérien au centre-ville où que, il y a eu plusieurs voix politiques qui commençaient, finalement, qui se sont positionnées puis ont commencé à demander que le REM soit enfoui. Et le CDPQ a sorti un document explicatif qui essaie de justifier en fait pourquoi le souterrain n'est pas possible ou du moins est une très mauvaise idée. L'article, on va linker un article de la presse là, qui parle un peu en sommaire de la chose, mais j'ai retrouvé le PDF en question que les différentes slides ont été sortis. Puis on voit vraiment là, que c'est pas une chose facile de racheter une ligne de transport en souterrain au centre-ville. Oui, avec plusieurs facteurs. Là, ils ont offert, je pense que c'est 8 scénarios. Là, c'est 6 scénarios. 6 scénarios, donc, en ordre alphabétique là, de A à F. Mm-hmm. Puis, non, il y avait toujours des problèmes à quelque part. Soit selon le tracé ou selon des obstacles. Surtout, soit au niveau de la canalisation ou de métro, là, parce qu'on se le rappelle, là, le REM il atterrit proche de la ligne orange et verte, là, entre les deux, puis il passe à travers plusieurs zones très difficiles à creuser. Mm-hmm. Là. Donc, les contraintes, ça dépend du tracé, là, mais le tracé, mettons, qui est proposé en ce moment en aérien, là, donc si on garderait le même tracé, mais en souterrain, les contraintes physiques, il y a, comme tu as dit, les lignes de métro, qui est la orange et la jaune, qui passent perpendiculairement, en fait, au tracé du REM. Donc, il faudrait que le REM passe en dessous de ça.
Puis là, si je ne me trompe pas, à une place, je ne sais pas quelle page, là, mais ça dit que c'est à 50 mètres de profondeur, donc c'est quand même une bonne profondeur, qui demande, dans le fond, à ce que le REM soit enfoui beaucoup plus en amont pour pouvoir arriver à cette profondeur-là. Tu as parlé de canalisation, il y a beaucoup d'égouts, en fait, qui seraient aussi coupés en perpendiculaire, là. Donc, il faudrait encore une fois qu'ils passent en dessous de ça. La proximité du fleuve qui pourrait être une problématique. Puis après ça, ben, tu as l'ensemble des édifices qui se trouvent le centre-ville, de part et d'autre. Là. Donc, c'est pas des petits buildings, des très gros. Ça passerait en dessous de plusieurs infrastructures très imposantes là, qui doivent sûrement exercer de la pression là, sur les tunnels, là, ce qui complique de façon exponentielle là, le niveau de difficulté pour construire ce tunnel-là. Ouais. Ça, c'est sans compter aussi que tous les scénarios vont causer parce que où est-ce qu'ils vont commencer à creuser, là? Donc, dans les rues, ça va causer des fermetures de rues pendant des bons bouts de temps. Non, c'est vraiment plus ou moins envisageable, là. On va voir il y a un scénario qui reste plus plausible que les autres. On va voir ce qui va se passer. Là. Seul le temps pourra nous le dire. Là. Mais en fait, pour finir avec... ça, pour ce que tu as dit, en effet, ça va affecter beaucoup les chantiers. Ça va entraver la voie publique. Une dernière chose dans les contraintes, c'était la présence de sols meubles et de rocs. Donc, dans le fond, du dur et du mou en même temps. Ce qui rend l'usage d'un tunnelier plus complexe. Ça prend un tunnelier spécialisé pour pouvoir faire ce genre de creusage-là. Parce qu'évidemment, surtout à profondeur qu'ils vont devoir creuser, ils ne pourront pas le faire assez l'hiver, donc il va falloir absolument qu'ils passent par des tunneliers. Donc bref, ça ne sera pas facile à faire ça. Et bien, la grosse question, ben, c'est ça. Ça va, oui, ralentir les travaux, et aussi augmenter significativement les coûts. Puis d'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça drôle. La mairesse, Valérie Plante, elle s'était prononcée là-dessus. Puis elle avait dit, Montréal, on est prêt à prendre beaucoup de risques. Puis j'étais comme... J'ai trouvé ça drôle comme réponse d'ailleurs qu'elle se prononce là-dessus. Puis c'est comme quoi, la manière qu'elle a dit ça, c'est comme, hey, on est habitué des dépassements de coûts. C'est comme... Le risque est commun, là. Ouais, mais c'est ça, c'est clairement plus risqué de faire ça en souterrain, définitivement, surtout au centre-ville, il va y avoir un paquet de surprises. Mais quand même, plusieurs personnes ont fait la comparaison avec, mettons, à Paris, où il y aurait justement de développement en ce moment de nouvelles lignes de transport. Je ne sais pas si c'était du métro ou c'était un autre réseau, mais bref, en souterrain. Puis que Paris a aussi énormément de challenge en ce qui est du souterrain. Donc, si Paris est capable de le faire, ben, on serait capable de le faire nous autres aussi. Clairement que oui. Je pense pas que c'est une question de faisabilité, là. C'est vraiment une question de risque et de coût là, associé et de délai. Et de toujours délai des délais dans l'équation. Là. Ouais. Donc, c'est encore un sujet en développement. Ça, c'est ce qu'on a, comme je dis, entendu dans les dernières semaines. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Et voir si justement il va y avoir un changement de cap à ce niveau-là. Mais ça fait beaucoup jaser la portion aérienne au centre-ville en ce moment. Peut-être une dernière chose dans les follow-up, t'as pas écrit, mais parce que j'y pense, on n'a pas parlé de COVID. Il n'y a pas grand-chose à dire autre qu'on est en semaine de relâche maintenant, qu'on a eu le droit à certains allègements, mais c'est très, très limité là, ce qu'on a eu le droit. On parle des salles de cinéma, puis des arénas, de piscine aussi, en famille. Mais rien de majeur. Là. Les restaurants restent quand même fermés, le couvre-feu quand même présent. Et les cas, on va se le dire, restent quand même contrôlables. Là, en bas du 1000 cas. Là. Oui, c'est stable autour, je veux dire, entre le 600-800 cas quotidiens là, en ce moment. Donc, ça va correct. Mais tu vois, en conférence de presse aujourd'hui, le ministre de la Santé a quand même dit, il a carrément utilisé le mot, on a peur de ce qui pourrait s'en venir en parlant des variants dans la région de Montréal. Donc, ils sont quand même inquiets et préoccupés par la présence des variants. Et supposément qu'il va y avoir des... Ouais, et supposément qu'il va y avoir une annonce de... En fait, il va y avoir une annonce demain qu'il va y avoir des nouvelles trucs qui vont être dites, là. Donc, ça a été... Ils ont volontairement dit, on vous dit rien aujourd'hui parce qu'on c'est pas encore totalement déterminé.
Mais il avait l'air d'insinuer qu'il allait y avoir des annonces qui vont être faites demain. Ça sera à voir, évidemment. Oui, puis sinon, ben, la vaccination, ce qu'on appelle de masse, a commencé. On s'entend, c'est quand même limité à un sous-groupe de la population. Mais c'est intéressant de voir que pas plus tard qu'hier, là, ça a commencé. Là. Qu'enfin, on voit ça aller, puis c'est encourageant. Absolument. On parle des personnes de 70 ans, là, habitant à Montréal ou Laval, là, peuvent prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner. Très bonne nouvelle. Oui. Très, très... c'est vraiment excellent. Puis, ben, c'est ça. J'ai hâte qu'on arrive à notre groupe, mais j'ai l'impression que nous autres, on va être vers l'été, là. Moi aussi, j'ai l'impression que ça risque d'être assez tard là, dans l'équation. Ouais. Puis pour finir là-dessus, là, on est rendu quand même avec plusieurs vaccins différents. Pfizer, Moderna, puis AstraZeneca, puis probablement, je pense aussi celui de Johnson & Johnson qui s'en vient. Donc, il y en a comme... Ouais, Johnson & Johnson à dose unique, là, peut-être. Mais ça, évidemment, très efficace. Là. Je ne sais pas si ce vaccin-là, en soi, a besoin de température, de refroidissement non, il y a juste celui de Pfizer, oui, qui a besoin de ça, là. Donc, ils ont toutes des caractéristiques différentes, autant en conservation, administration, les effets aussi. Mais bref, ça reste... Les techniques aussi, hein? Les techniques pour le vaccin, là. Pfizer, justement, qui va avec l'ADN, l'ARN, mais je suis pas... Je suis pas spécialiste, on va laisser les spécialistes mais ça reste vous informer, mais ils utilisent toutes des technologies différentes pour leur fonctionnement, ce qui est très intéressant. C'est vraiment intéressant, puis c'est quand même le fun de voir la variété et l'éventail qu'on a en ce moment. Là. Évidemment, comme c'était dit, on n'a pas le choix du vaccin. Là. Ça va être à la place qu'on va aller, ça va être le vaccin qui a à cette place-là qu'on va avoir, puis ça va pas mal être ça. Je fais confiance à la santé publique rendue là, puis j'aurai ce que j'aurai quand je vais l'avoir. C'est ça. Effectivement, là, s'ils commencent à laisser le choix aux gens, là, ça va tomber très rapidement hors de contrôle. Là. Ils n'ont pas le choix un peu de laisser un peu la surprise. Là. Puis de le dire simplement quand tu vas pour signer des papiers là, pour le vaccin. Là. Mm-hmm. Puis finalement, ils ont annoncé cette semaine qu'à partir du 15 mars, les pharmaciens vont pouvoir vacciner eux autres aussi. Ça va être une sélection pour commencer de pharmaciens à Montréal. Puis j'imagine qu'ils vont voir comment ça va aller pour s'ils vont étendre ou non cette mesure-là. Oui, l'avantage avec les pharmacies, c'est qu'il y en a un peu partout au Québec. Là. Il y a plus de pharmacies que d'hôpitaux, là, ça c'est certain. Puis, surtout, moi je pense en région, là, ça va offrir l'accès aux vaccins aux populations plus éloignées des centres urbains. Là, ça va être plus facile et plus encourageant. Ouais, moi j'avais en tête en fait que j'allais me faire vacciner comme une des grosses places à Montréal, là, soit le Palais des Congrès ou le stade, mais j'ai l'impression que le Palais est plus proche, que ce serait là que j'irais. Mais à voir l'arrivée des pharmaciens, ça va être à voir en fait, si ça va être un des grands centres ou ça va être une pharmacie. Ben, va dépendre. Tout va dépendre de l'arrivée des doses. C'est directement ça. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est plus dépendant de une compagnie. Là. Les alternatives font que très vite, on va se retrouver avec assez de vaccins en stock. Là. Puis c'est un... c'est un bon... Ben ça, c'est un bon point à savoir justement ça va augmenter en fait même les prévisions qu'on a jusqu'à maintenant. Là. Parce que les prévisions qu'on avait eues dernièrement là, après, comme l'histoire de Pfizer là, qui avait mis sur pause les livraisons, là, ben, en bout de ligne, le nouveau calendrier était prévu pas mal selon juste Pfizer. Que là, avec l'arrivée des autres, j'ai hâte de voir. En effet. Plus de possibilités, plus de vaccins. Là. Puis on sait que le Canada en a acheté beaucoup. Moi, j'espère que le Canada aussi va faire sa part là, pour redistribuer des vaccins aux populations plus âgées là, dans le tiers-monde, là, ou des pays du moins qui ont très peu accès aux vaccins encore. Là. Ben, c'est à peu près assuré, en fait, parce qu'on sait, comme tu l'as dit, on sait qu'ils n'ont même acheté plus que ce qu'ils en avaient besoin pour vacciner tout le monde au Canada. Donc, si tous ces vaccins-là finissent par être livrés, parce que, sans bouler, c'était tout des précommandes en prévision que ces vaccins-là allaient être approuvés. Là. Donc, si jamais sont approuvés, puis on se ramasse effectivement avec plus de vaccins, ben oui, je m'attends à 100% à ce que ça soit donné. Ah non, ça va être fait, mais moi, ce que j'aimerais voir, ce que je trouverais intéressant, là, c'est que quand la tranche la plus à risque, c'est-à-dire comme 60 ans va être vaccinée,
peut-être commencer tout de suite à vacciner des populations âgées ou qui travaillent dans des milieux hospitaliers là, d'autres pays là, qui n'ont peut-être pas eu accès encore au virus. Là. C'est au vaccin. Au vaccin, oui, évidemment. L'accès au virus, c'est différent un peu. Mais oui, c'est un bon point. Ça, en fait, j'en ai aucune idée s'ils ont l'intention de faire ça, en fait, de prendre, mettons, un pourcentage, une portion de ce qu'ils ont pour commencer déjà à l'acheminer dans des pays de développement, versus attendre qu'on ait, mettons, fini de vacciner la population générale. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. C'est pas quelque chose que j'ai entendu parler des journalistes ou des personnes en poste là, qui s'occupent de la vaccination, là. Non, c'est plus, d'après moi, au niveau du Canada. Là, ça va rester à voir. Là, d'après moi, même eux-mêmes ne le savent pas encore. Là. Ouais. Mais c'est une question intéressante. C'est ça que je vais répondre à ça. Alors, Patrick, on avait mis dans nos notes qu'on voulait vous parler du café. On va commencer avec une première question simple. Patrick, comment consommes-tu ton café? Moi, je prends... ça c'est toujours une question. Le café, ça peut entraîner des débats émotifs, là. Mais moi, c'est vraiment par besoin plus qu'autre chose. Du moins, c'est de la manière que je le décris, là. Je veux dire, pas que j'adore le café, mais je le déteste pas non plus, là. C'est vraiment dans le sens... c'est un goût que je trouve... que je tolère, on va dire. Que je trouve correct. Puis je le prends vraiment pour me garder réveillé, là. OK, donc tu utilises l'outil là, qui est la caféine pour avoir un petit boost. Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus dans ce sens-là que j'en prends. Puis de manière générale, ça, je me fais un grand café le matin que je split en deux, puis que je prends la moitié le matin puis l'autre moitié l'après-midi. Mon Dieu, c'est très raisonnable, Pat. Très raisonnable. Ah ouais, ça, j'essaie de pas te dépasser. Puis de manière générale, j'essaie de pas en prendre genre le week-end ou du moins comme limité. Là, le week-end passé, avec le déménagement, je m'étais levé de bonne heure, que finalement, je me suis ramassé à boire. Je pense que les 2 jours, j'avais pris de café. Là. Mais j'essaye de comme skipper au moins une journée le week-end. C'est une bonne chose. Tu vois, moi, le café, c'était une relation d'amour-haine avec les années. Ma foi, c'est beaucoup de débats. Là. Beaucoup de débats envers moi-même. Parce que très tôt, moi, je travaillais quand j'étais plus jeune en restauration. Puis j'avais accès au café. Gratuitement pour les employés. Là. Okay. Donc, tu sais, c'est une époque où est-ce que les cafés étaient très accessibles pour moi et utilisés massivement là, pour donner un boost d'énergie. Là. Donc, tu sais, si on parle pour parler, là, mais il y a une époque dans ma vie où j'y allais comme à 4-5 cafés par jour. Là, facilement. Oh, wow! Oh non, c'est beaucoup trop. Je pense le max que je faisais, c'est ça, c'était 2 cafés par jour, puis c'est tout, là. 2 cafés, je veux dire, de taille régulière, là, pas comme je fais en ce moment, que techniquement, c'est comme un 2 tiers de café, 2 fois 2 tiers de café, mettons. Mais Alain, je pense que question intéressante. À quel âge tu as commencé le café, comme régulièrement, là? Pas que tu as goûté, là, mais vraiment que... Moi, je dirais avec mon premier emploi, là, donc à 17 ans. Ce qui est très tôt. Wow! Puis, mais le café, j'en prenais déjà avant, là, parce qu'avec mes parents, mon Dieu, tranche de vie, là, je faisais beaucoup de camping. Puis le matin, puis dans les repas, là, souvent mon père faisait du café. Puis du café de camping. Du café de camping que j'ai commencé à boire, là, je dirais, dans les environs de 12-13 ans. Là. OK. Ah, quand même. Non, ça, c'est vraiment plus tôt que moi. Là. Puis tu vois, moi, je voyais beaucoup de monde. J'imagine au cégep, t'en prenais régulièrement. Allègrement, on va dire ça comme ça. Puis tu vois, moi, genre au cégep, je prenais pas de café. C'est à partir de quelque part, je veux dire, comme début-ish de l'université que j'ai commencé à prendre du café. Puis encore là, c'était comme pas régulier, là. C'était au besoin, là. Ma blonde, elle a résisté et ne prend pas du tout de café, comme zéro. Pas de café, pas de boisson alcoolisée, énergisante. Ouais. Puis pas non plus de boisson, on va dire, là, alcoolisée au café, là, genre Baileys café. Là. Donc, elle ne touche pas au café, c'est un gros non. Elle veut pas... elle, dans sa tête, elle se dit, si j'en prends pas, je serai pas tenté, puis j'aurai pas ce besoin-là. Elle veut pas se retrouver obligée à prendre son café le matin pour être fonctionnelle. Donc, c'est pas une question de qu'elle aime pas du tout le goût, genre. Elle aime beaucoup le goût à l'odeur. Puis elle va manger comme des opéras, des affaires à saveur de café. Là. Mais c'est vraiment comme... Elle se dit, je n'ai pas de besoin,
Mon corps, je suis capable de fonctionner sans café. Puis, regarde, c'est un choix que je respecte puis j'admire. Là. D'ailleurs, moi, j'ai été influencé un peu par elle. Là, ma consommation de café a grandement diminué là, depuis que j'habite seul, là, parce que il y a un niveau de difficulté qui s'est rajouté. C'est-à-dire que avant, quand j'étais jeune, mes parents, c'est toujours été deux buveurs de café réguliers. Là, puis le matin, il y avait toujours comme le fameux pot de café là, qui était prêt à servir. Ouais. OK. Donc moi, je n'avais même pas à faire de café, j'en avais un avec mon déjeuner. Puis quand je suis arrivé tout seul, mais il a fallu que je m'organise, là, que je m'achète une cafetière à filtre. Puis avec la cafetière à filtre, ça n'a pas été un succès longtemps. Je trouvais ça comme... Je faisais trop de café, puis le filtre, tout ça. Fait que j'ai vite passé à la Keurig avec le cup réutilisable. Là. Ouais. Mais genre, ce que ça a fait, c'est que j'ai grandement diminué ma consommation de café en général. Là. Depuis que... mais donc maintenant, t'es-tu plus occasionnel, justement? T'es pas régulier dans la consommation? Je suis vraiment beaucoup plus occasionnel qu'avant. Là. Je veux dire des chiffres, là. Mettons, tu sais, avant, je parlais de 5 cafés, là. Puis ça a diminué peut-être à 2 cafés par jour. Ça a longtemps été ça, là. Comme un café le matin en me réveillant, puis un autre comme vers 10 heures. Mais peu importe la quantité, t'es toujours quand même régulier dans cette consommation-là. C'est ça, j'étais régulier. Puis quand je suis tombé seul, en maison, là, plus avec mes parents, oui. La consommation, ça a passé, je pense que j'ai fait 3 semaines là, avant de m'acheter une cafetière à la base. OK. Puis après ça? Puis après ça, j'ai acheté ça, là, le filtre, puis le Keurig. Puis ça a monté un peu, mais pas tant, parce que même la Keurig, ça reste qu'il faut que tu nettoies le petit truc réutilisable, puis il faut que tu prennes le temps de mettre le lot. Puis moi, je trouvais ça comme pas nécessairement facile à faire. Là. OK. Je trouve ça... OK, t'as dit plusieurs éléments, là, je trouve ça quand même intéressant. Je voulais dire, en fait, je vais commencer à en faire à la fois. Là. Moi, de mon côté, je ne bois pas de boisson énergisante. J'ai vraiment... Genre, j'imagine que j'ai déjà goûté, mais genre, tu n'as jamais trippé, puis j'ai jamais été là-dedans, que c'est vraiment comme, si j'ai besoin de quelque chose, ça va être du café. Puis chez moi, tu vois, mon père boit du café. Puis encore là, lui, il en faisait pas le matin. C'était vraiment lui parce qu'il aime le goût, puis il en faisait le soir avec un dessert, par exemple. Wow. Mais pas le matin. Non, j'avais pas accès à une cafetière comme toi le matin. Puis ma mère n'aime pas ça du tout. Donc, n'en boit pas du tout. Et j'ai un de mes boss aussi au travail qui est la même chose. Aime pas ça du tout, puis ne boit pas de café. Mais le café, ça a un goût qui peut être assez amer, là. Non, on apprend à aimer ça. Là. Du café, c'est amer, OK? Ça goûte le diable. Puis moi, ben, je mets là, on s'entend, c'est pas comme au début, là, mais je mets quand même un peu de sucre et un peu de lait dans mon café. Je sais qu'il y a des collègues qui le boivent noir. Je suis comme, my God, guys. Non, moi, je suis vraiment très, très variable avec mon café. Là. Puis ça va selon l'instant présent. Là. Okay, je dirais, selon la méthode de café, là, ça va être différent. Si évidemment c'est du café qui a été fait en expresso ou en percolateur ou bottom, là, je vais avoir tendance à rajouter une petite touche de lait, là, mais quand j'ai une petite touche, là, c'est genre les gobelets de lait, là, je vais mettre genre un demi-gobelet de lait. Oh, ouais, OK. Donc vraiment pas beaucoup, mais juste assez un peu pour adoucir, là, lui donner un petit peu de rondeur, mais sans trop enlever le goût du café. Là. On goûte vraiment le café avec un petit arrière-goût de lait. Là. OK. Ça, je dirais, c'est pas mal comme ça que je le prends. Là. Mais ouais, non, j'aime beaucoup le café. Puis, pourquoi on avait marqué le sujet de café à la base, là, c'est que j'ai découvert le café instantané dans ma vie. Ah, c'est vrai, tu me parlais de ça. Mais oui. Donc, pour faire l'histoire courte, mon employeur actuel, il propose le café, mais sous forme soit filtre ou expresso. Okay. Donc, on a une machine à café, là, expresso. Là. Donc, on va mouler le grain, mettre ça dans le cup, mettre l'espèce de... OK, tout manuel. Là. Tout manuel. Il n'y a rien qui est automatisé, sauf le moulage là, que je peux juste mettre mon
mon cup en dessous, puis la moulure va tomber dedans là, avec la parfait grain. Là. Mais oui, non, manuel, puis après ça, nettoie ça, puis c'est ça. Ça, c'était le café qu'ils nous offraient que je prenais parce que personne ne faisait jamais de café filtre. C'était inexistant. On l'a toujours, la cafetière, mais j'ai jamais vu personne faire un café filtre. Puis là, on a eu un nouveau collègue qui est rentré en poste, puis lui, il a demandé, il a dit, moi, j'aime bien ça, le café instantané. Pourriez-vous en acheter? Mon boss, très flexible, il a dit, OK, on va en acheter. De toute façon, café instantané, pour ceux qui en consomment régulièrement, vont le savoir, là. T'achètes le pot, puis le pot dure comme des mois de temps. Là. C'est vraiment long. Là. C'est comme... Souvent, tu vas voir 300 cafés là, sur le pot, là, il va être marqué. Là. OK. Donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer. Fait que j'ai commencé à expérimenter un peu avec ça, puis je suis arrivé avec une formule très particulière là, que je vous invite à essayer si vous avez quelqu'un qui en a chez eux ou juste vous êtes courageux, ça vous tente d'acheter un pot complet, là, c'est environ une dizaine de dollars. Voici ma nouvelle méthode pour faire du café. Je prends la mixture et je mets la quantité. Ça dépend du goût, là, mais pour moi, on va dire 2 cuillerées de café instantané. Je vais mettre de l'eau tiède avec le lait froid. OK. Un petit fond. Là, je vais brasser les grains instantanés avec ça. Je vais rajouter une petite poignée de sel, là, mais vraiment pas beaucoup. Un petit peu de sel. Je vais dire, pourquoi le sel? Le sel va rehausser un peu le goût. Ah, ouais. Ouais. Comment rendre du café moins cheap, là? Vraiment un soupçon de sel, là. Vraiment pas beaucoup. Là. Ça va vraiment comme lui donner comme un petit peu plus de corps, on dirait. Là. Donc, ouais, c'est ça. Donc, bref, je mélange le tout tiède. C'est tiède, là, pour que les grains de café instantanés, c'est quand même assez fragile. Là. C'est les grains de café instantanés. En réalité, c'est gelé avec l'azote. Là. Donc, c'est assez fragile, ces grains-là. Là. Quand on met l'eau chaude directement dedans, ça se peut que ce soit un petit peu plus... perdre un peu de leur consistance. Donc, c'est ça. Au tiède, je mélange. Puis après ça, je vais rajouter tranquillement, je vais incorporer l'eau chaude. Jusqu'à remplir mon café en brassant en même temps. Puis j'obtiens un résultat qui est, ma foi, quand on compare là, temps et entretien pour résultat de café, là, qui me satisfait pleinement. C'est intéressant, là. C'est intéressant. Je savais que ça allait t'intéresser, Pat. C'est pour ça. Mais oui, en faisant de cette façon-là, puis ça, c'est l'avantage. J'ai juste de l'eau chaude à faire. Là. J'ai plus de cafetière, de filtre, de nettoyage. Juste prendre 2 cuillerées de café instantané, puis je nettoie ma tasse après. Donc, j'ai plus aucun café à faire. Puis tellement j'ai pris goût, Pat, que j'ai rangé ma cafetière, puis je me suis dans mon armoire là, pour les invités. Puis je me suis acheté du café instantané pour chez nous. Oh my God! Évidemment, je reste fan de café. Là. J'aime le goût du café. De temps en temps, à job, je vais me faire un expresso. Là. Surtout en plus que les grains de café qu'on a au travail sont de bonne qualité, puis la machine est de bonne qualité. Fait vraiment des bons cafés. Là. Mais je dirais, là, pour mon café habituel maintenant, il est rendu instantané. C'est ce que je consomme le plus. Wow, je trouve ça spécial, surtout de passer de, justement, que tu prends des expressos, du café filtre normal, puis là, tu passes de ça à du instant. Non, on se cachera pas, là. Le café instantané, il y a un drop dans la qualité, là. C'est pas miraculeux. Mais le rapport qualité-goût, puis temps à faire, je trouve ça exceptionnel, là. Il y a un gain de temps qui est fait. Puis j'ai l'impression aussi que le café instantané, en goût, c'était meilleur que c'était. Ou peut-être que j'ai mal... parce que j'avais déjà goûté au café instantané comme dans le passé, mais celui qui me l'avait fait, la mixture, le ratio eau et café instantané était pas bonne. Là. Donc, c'est vraiment à travailler. Là. Peut-être que votre premier essai, si vous tentez le café instantané, ne sera pas magnifique, mais découragez-vous pas. Là, essayez de jouer avec la quantité de café et d'eau pour juste attendre que vous arriviez à quelque chose qui vous satisfait. Là, puis après ça... la recette est faite, vous avez simplement à la répliquer, puis vous avez un café instantané, ma foi, très potable.
Faut que tu m'expliques un truc par contre. Le café instant, là, justement, est-ce qu'il se dissout complètement ou ça laisse des grains dans le café? Ça se dissout complètement. On mettra en lien là, en show note mais il y a un comment c'est fait là, qui explique comment c'est fait en version Angleterre là, qui explique bien comment c'est fait. Puis c'est particulier. Là. En gros, c'est du concentré de café séché qui est comme gelé à l'azote, là, puis séché après. Que quand tu rajoutes de l'eau, ça refait ton café. Là. Ouais, ok. Donc, c'est pas justement des graines de café moulues, là. Non, il n'y a pas de graines en tant que telles là, dans mon café. Non, c'est très intéressant. Puis, j'arrive à mon compte. Puis, j'aime bien ça. OK. Très intéressant, Alain. Je sais pas si j'oserais de passer à ça, là. Je déteste pas ma solution actuelle. Comme toi, en fait, ce que tu décrivais, là, j'ai une Keurig avec un filtre réutilisable. Puis, pour avoir du café filtre, c'est, selon moi, la meilleure solution là, en termes de justement, j'ai pas besoin de cafetière. Je fais pas de grosses batches de café. Là, je fais à la tasse. Puis, j'ai quand même une solution réutilisable qui est facile à nettoyer. Moi, je vais mettre mon truc au lave-vaisselle. Là, puis c'est ça que je fais là. Donc, après ça, la dernière affaire chiante, c'est de remplir l'eau de temps en temps. Là, mais c'est comme, mettons, une fois par semaine. Là. Qu'est-ce que je trouve ça correct, là. T'es arrivé à un bon compromis, là, un peu comme moi, oui, je suis arrivé à un bon compromis avec mon café instantané. Là. Mais c'est une alternative, surtout le café instantané, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un gain en qualité aussi de café là, instantané. Là. Vous irez magasiner, là, il y a des alternatives maintenant. Là, il n'y a plus juste une sorte de café instantané. Là. Si vous cherchez un peu, il y a plusieurs sortes. Là. Puis moi, il y en a une que j'apprécie d'ailleurs plus qu'une autre. Là. Pour le fan, c'est quoi la marque que tu utilises? Il faudrait que je recherche là, exactement parce que je ne l'ai pas sous mes yeux, là, mais je pense que c'est Nescafé. OK. Je mettrai, tu mettras, dans les show notes, effectivement. La version que je prends s'achète au Costco. Là. Je sais que mon patron là, va acheter au Costco le café. OK. Avec ton membership Costco. Oui. Puis non, tu vois, moi, avec l'affaire que je prends, je pense pas que j'en trouverais chez Costco. Là. Je sais que maintenant, ils vendent beaucoup genre de Kika, puis jamais, je veux pas acheter ça. Là. Je veux pouvoir avoir du café moulu que je peux... mais il faut le donner, Kika. Mais Keurig, là, j'ai vu des pubs justement récemment là, de Cup qui est complètement compostable. Là. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc, sans plastique, mais il reste quand même que c'est de l'énergie qui est dépensée là, pour faire le cup. Là. C'est pas, non, c'est pas neutre. Non. Puis encore faut-il que tu aies accès à du compost aussi. Chose qui est malheureusement pas partout à Montréal. Là. D'ailleurs, je pense que toi, tu n'en as pas accès. Là. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est toujours pas réglé cette histoire-là. Là. J'ai toujours pas de compost chez nous. Compost qui passe. Là. Évidemment, il y a à Montréal, on le répète là, pour ceux qui n'auraient pas écouté notre épisode là, précédent, là, il y a des spots là, où est-ce qu'on peut aller avec des bacs de compost publics. Là. Donc, ceux qui veulent vraiment... J'ai pas cherché. Faudrait que je cherche, mais c'est ça, encore une fois, c'est pas pratique. Là. Je ferais pas ça au day-to-day. C'est pas pratique. Pas, puis, en plus, on se le rappelle, là, le compost, c'est vraiment les déchets qui sont les plus indésirables là, au niveau de l'odeur. Là. C'est sûr qu'on veut le moins possible qu'ils laissent traîner à la maison. Là. Mais sinon, Pat, as-tu déjà essayé ça, toi, le percolateur ou les cafés de type French Press? Je sais que dans mes amis, je sais qu'il y en a qui utilisent le French Press. Percolateur, je sais je pense qu'il y a des amis de mon père qui utilisent ça. C'est un des vidéos d'ailleurs que j'ai mis dans les show notes là, de Technology Connection qui montre un peu comment ça fonctionne. Très intéressant. C'est un concept. Ouais, c'est intéressant à voir. Puis en bout de ligne, c'est pas. Tu devrais pas utiliser ça si tu es un amateur de café parce que techniquement tu brûles ton café en utilisant ça. Le French Press reste quand même une bonne alternative. Oui, en effet. Beaucoup vont dire que c'est le meilleur café et French Press, mais moi, je pense que le meilleur café, c'est couler à la main avec un filtre. Ah oui, on se parlait de ça justement qu'on préparait les show notes. Je sais que j'avais un de mes amis à l'université qui faisait ça. qui avait une carafe puis un filtre sur le top, puis après ça, il versait de l'eau de sa bouilloire direct à bras pour faire son café filtre. Ouais, je trouve ça vraiment spécial, mais c'est des kits qui se vendent comme ça. Ouais, très intéressant, là, mais café, là, la drogue la plus consommée au monde, là, plusieurs façons de consommer. Écoutez,
Tout le monde sait c'est quoi, tout le monde en prend ou en connaît quelqu'un qui prend, c'est certain. Ouais, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Parler français, ça reste quand même un sujet assez intéressant là, et chaud. Là. Habitant à Montréal, on en entend beaucoup et de différentes formes, là, dépendamment des régions. Puis avec un nom de podcast bilingue aussi. Ouais, non, ça... fallait qu'on y rentre. On voulait vous parler un peu de l'accent québécois et des québéquismes qu'on utilise couramment, là, puis un peu des formes de dialecte présentes là, du français. J'ai mis dans les show notes un super bon vidéo, que moi que j'aime beaucoup, de Solange, qui nous parle un peu de justement comment comprendre, interpréter toutes ces expressions et cette façon de parler là qui est très québécoise. Mais Alain, quand on préparait les show notes, tu me parlais un peu de ce qui se passait toi de ton côté au travail et ça avait l'air très intéressant. Oui. Peux-tu me parler en fait en quoi ces contractions-là, ces expressions-là agrémentent ton travail? Mais en fait, moi, c'est plutôt l'inverse que je dois faire. Là. C'est-à-dire, quand je parle au téléphone, quand je parle au téléphone, à chaque jour, j'ai affaire, à chaque jour de travail, j'ai à parler avec quelqu'un qui habite en Europe. C'est automatique. Quelque part dans ma journée, je vais parler avec un Européen, un Belge, un Suisse, mais plus souvent qu'autrement un Français. Puis, j'en suis venu à développer une sorte de français international là, pour me faire comprendre. Alors, je vais vous faire un petit... Je vais vous parler un peu des mots qui sont utiles. Là, donne-nous des exemples. Moi, le premier mot que je pense là, qui est très bien compris là, en Europe, là, c'est le souci. Souci qu'on dit absolument pas en québécois. On dit jamais ça. Je vais régler ton souci. Mais les Français, ou du moins les communautés francophones d'Europe, là, comprennent très bien ce mot-là. Donc, c'est un mot qu'on utilise souvent. Là. Ça donne... Mais mettons versus dire un problème? Je vais rarement dire problème. Je veux dire, je vais régler votre souci, ne vous en faites pas. Ça, c'est un mot, premier mot qui me vient en tête, là, mais il y en a plein. Là. Vraiment. OK. Mais c'est surtout, on dirait, l'accent québécois a de la misère, surtout quand, moindrement, je parle un peu trop rapidement, donc il faut que je réduise mon débit. Je vais parler un peu plus lentement, bien articulé, parce que les Québécois on a tendance à rendre tout plus court. Là. Puis la vidéo l'explique bien là, avec Solange. Là. Ouais, beaucoup de contractions, ouais. Mais oui, sinon, au niveau des expressions, c'est un peu comique, là, c'est que je dois dire des mots avec un accent francophone en anglais. Ça, c'est... Oh non! C'est le meilleur. Si je dis un mot anglais, j'ai un accent anglais, oui, québécois. Anglais québécois, ce qui est normal avec mes racines puis mes origines françaises. Mais si, mettons, j'ai à dire, on va dire un exemple. Là. Ouais. Installer. Je vais dire installer. Je peux pas dire app installer. Je vais dire app installer. J'ai pas le choix de le dire comme ça parce que si je dis installer, ils vont pas le comprendre. Puis juste pour corriger ce que tu as dit, ça, c'est prononcer des mots anglais avec un accent français. Un accent français. Exactement. À la française, en fait. Prononcer à la française des mots anglais. Exactement. Ouais. Ça, c'est le classique. Là. Puis, non, mais on s'habitue. Là. Puis, dans le cadre de mon travail, j'ai beaucoup à faire ça. Là. Donc, j'ai pas eu le choix un peu de modifier aussi mon langage, sélectionner des mots que dans la vie courante, je pourrais utiliser plus. Là. Est-ce que tu dis des... je vous dirais, la manière que je parle en ce moment, ça ressemble plus à comment je parle au travail que mon day-to-day. Là, ben d'ailleurs, bon exemple, day-to-day, je vais jamais dire ça à des Français, ils vont rien comprendre. Pour le fun, est-ce que tu dis un courriel ou tu vas parler des emails? C'est des mails. Je vais vous envoyer un mail. C'est encore pire. Oh my God! Courriel, ils vont le comprendre, mais c'est comme... Des fois, il y en a qui vont dire « Un quoi?
un mail ou un email. Oh my God. Courriel, c'est un mot plus difficile. Je trouve ça drôle à quel point, justement, le mot courriel, à quel point c'est pas mal unique à nous au Québec, puis ça a été super bien adopté, là, de façon très, très générale. Là. Oui. Tu sais, même moi qui va parler beaucoup avec des mots en anglais, courriel, c'est un mot que je vais utiliser tout le temps, Absolument. que tous C'est mes un mot collègues vont utiliser aussi. Là. qui a vraiment été adopté. Là. Mhm. Mais chez nous, là, au Québec, là, c'est très courant. Puis, c'était tellement énervant que j'ai dû rajouter le mot mail comme dans exception là, de mon antidote, là, parce qu'il arrêtait pas de me dire genre anglicisme. Puis non, c'est pas un anglicisme. Et ils ont de la misère avec courriel. Ah, mais t'as pas essayé de setter justement la zone géographique d'antidote pour dire que, mettons, justement, France à la place? Non, parce que ça m'énerve. Genre, je préfère rajouter cette exception-là sur ce mot-là, puis me faire corriger comme plus comme français normal. Mais effectivement, je pourrais peut-être essayer de jouer avec la zone. Ça pourrait peut-être changer un peu. Techniquement, juste avec la région, ça devrait régler ton problème. Là. Oh, très intéressant, effectivement. Là. Puis j'ai à réinstaller Antidote bientôt, justement, là, parce que je vais changer d'ordinateur. Là, donc, oui, je pourrais le mettre en français. Puis, pour le fun, as-tu d'autres exemples pour les mots? C'est drôle parce que hier, quand on faisait les show notes, j'en avais plein qui me venaient en tête. Là. Puis évidemment, quand on enregistre, il y en a beaucoup moins. Là. Sinon, peut-être un petit... celui que je pense aussi, c'est je veux dire faire le Zilla. Mais avec un accent français, qui est un logiciel de transfert FTP, là, qui dit faire Zilla. Oui. Puis, mais vraiment, ouais, prononcer à la française. Oui, beaucoup de mots que j'ai pas le choix de prononcer à la française pour mieux me faire comprendre. Puis tu sais, je dis ça, puis mon collègue, j'ai un collègue qui, lui, ne se force absolument pas beaucoup. Il va répéter la même chose avec le même accent québécois. Puis des fois, quand le client il comprend vraiment trop pas, il me transfère l'appel. Il devrait se forcer un peu. Là. Mais il se force. Mais c'est surtout sur le choix des mots. Là. Il y a des mots vraiment en anglais là, ou qu'on utilise ici qui sont comme absolument pas utilisés. Là. Je pense à char. Char, ils savent pas c'est quoi. Là. Ils pensent que c'est une charrette. Mais c'est pas des mots que je veux dire à tous les jours, là, mais il y en a plein. Non, mais pas dans le contexte que t'as, là, c'est ça. Moi, j'ai un contexte plus informatique, évidemment, là, mais non, il y a plein de mots qui vont pas comprendre. Puis on dirait que à force de travailler, je viens avoir une espèce de vocabulaire, puis je sais quel mot fonctionne et quel mot ne fonctionne pas, là. J'essaie d'en trouver d'autres mots. Et dis-tu Google ou... Google. Google, hein? Google. Sinon, si je dis Wi-Fi, ça marche pas. C'est Wi-Fi. Évidemment. Ils vont comprendre téléphone cellulaire, mais ils vont aussi comprendre portable. Pouvez-vous faire... Ouais, ils disent plus portable ou mobile? Mobile aussi, ça va être dit. Mais téléphone cellulaire, moins. Ouais, c'est très... cellulaire, c'est plus ici, ça. Ici, là, qu'on dit ça, là, j'ai l'impression. Ouais. Oh, mais non, le fameux... pouvez-vous débrancher votre portable du Wi-Fi? Ça, je le dis souvent. Mais portable, c'est pour le laptop, non? Non, portable, téléphone cellulaire. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent pour le laptop? Le laptop. Ils disent... Oh my God! Nous, on va dire portable, un ordinateur portable. Ouais, c'est ça. Quand on parle... Pour nous autres, un portable, c'est plus un ordinateur portable, donc un laptop, qu'un téléphone cellulaire. Ils vont comprendre ordinateur portable, par contre. Mais c'est pas courant. Là. Ils vont plus dire laptop. J'aime beaucoup à quel point, genre, le québécois puis le français, comment on inverse les anglicismes. Là. Ah, puis, mais combien de fois, tu sais, il y a 3 sujets, là, je me fais toujours parler, là, c'est, il fait beau chez vous, tout le temps. Ou sinon, l'heure, là, surtout que je commence à des heures quand même assez tôt, là, on l'a répété dans les épisodes précédents. Là. Ouais, tu l'as quand même mentionné. Mais souvent, genre, il fait « Ah, il est quoi chez vous? 5 heures? » Oh là, 5 heures du matin? Oui, je fais « Oui, je viens de commencer. Là. Je viens de prendre mon café. » Puis... Café, ils comprennent ça, par contre. Café, ils comprennent très bien.
Donc, ouais, c'est ça. La météo, l'heure, sinon... Je veux que tu m'expliques pourquoi la météo. Ben, c'est parce que pour eux, on est dans le pays de l'hiver, là, surtout en hiver. Là, je leur dis, il fait gros soleil, moins 12 degrés. Mais, oulala, ça caille. Surtout qu'on a plusieurs régions en France, là, puis on se rappelle en France, dans le sud de la France, là, Marseille, tout ça, là, c'est beaucoup plus chaud que, mettons, dans le nord de la France. Donc, les autres vont me dire, ben moi, c'est quand même un peu froid, il fait 12. Là, je suis comme, oui, va chier. Merci. Sinon, la dernière affaire, là, qui, évidemment, c'est le COVID. COVID, puis beaucoup de personnes là, qui sont affectées. Là. J'ai l'impression que je parle avec des fois des gens là, que je suis comme leur premier contact depuis longtemps avec un humain. Là. Ah, ouais. Mais ça fait partie du service à la clientèle. Là. C'est du monde qui ont de la jasette. Puis des fois, surtout quand c'est moins chargé, prends le temps un peu de parler, un petit 2-3 minutes, 5 minutes. Puis ils vont me dire des affaires du genre vous êtes la première personne que je parle depuis longtemps. Ah, c'est spécial ça. Tu vois, dans mon temps que je travaillais dans Tech Support, je me rappelle pas vraiment avoir tant parlé de façon générale à du monde. Là. Ah, mais c'est parce que c'est intéressant. On essaie de limiter ça, mais malheureusement, ça va avec un peu le client. Là. Si le client, toutes sortes de clients, des clients qui sont plus un peu perdus que d'autres, d'autres qui vont comme passer par Chibougamau pour te raconter leurs problèmes. D'ailleurs, Chibougamau qui aurait jamais compris comme expression. Ouais. Clairement pas. Mais oui, puis il faut faire attention avec les expressions québécoises, là, parce que, justement, là, ils vont... Tu sais, j'en ai pas en tête des expressions, mais quand je parle, il faut pas que j'en dise, parce que je vais me faire répéter, là. Mais moi, je me suis jamais fait dire « Parlez-vous français? » Ça, c'est le pire, là. Justement, mon autre collègue qui... Mais pas que plus... Je pense qu'il y a plus de difficulté à avoir un accent plus comme international ou neutre, là. Ouais. Lui, il se fait souvent dire, là, au moins une fois par chiffre, parlez-vous français. Parce que je sais qu'il dit ça, parce que moi, je suis à côté de lui, puis je l'entends dire genre, oui, je parle français, madame. Des affaires comme ça, là. Je trouve ça très drôle. Puis tu vois, ça, c'est un aspect que Solange, je pense, a dit au tout début de son vidéo. Parce que c'est très commun pour un touriste québécois qui va en France de se faire répondre en anglais parce que la personne mettons que tu t'interroges ou que tu vas poser une question, mais puisqu'elle ne reconnaît pas l'accent français, va tout de suite switcher en anglais pensant justement que tu viens pas de la place. Oui, absolument. Puis il comprendra pas sur le moment, sur le coup, que tu lui parles en français. Ah oui. Puis Solange, justement, elle dit... contrairement à vous, le Québécois vous comprend, tu sais. Absolument. Mais tu sais, il faut faire une petite parenthèse. Là. Il y a des accents français qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à comprendre. Là. Moi, je parle... on a des clients qui viennent du sud de la France. Il faut se concentrer pas mal. D'ailleurs, on les salue, si on en a qui nous écoutent. Sinon... au nord de la France aussi. C'est pas le fameux film là, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas aussi prononcé que ça, mais il y a quand même un accent dans le nord de la France aussi. Puis ça, c'est sans compter, on a beaucoup de clients de Belgique et de Suisse. Ils vont avoir des accents plus prononcés. J'ai l'impression, je suis pas un expert, je parle pas allemand non plus, là, mais qui vont comme ça, un mélange de français et d'allemand. Là. Ben, peut-être plus pour les Suisses, mais les Belges, ça va être un mélange de la Belgique aussi est collée sur l'Allemagne. Ouais, mais c'est pas de l'allemand. Non, c'est du flamand, oui. Oui, c'est ça, merci. C'est ça que je cherchais. Oui, exactement. Mais, moi, j'ai sur mon bureau, les Belges, ils vont nommer les chiffres français différemment. Je sais pas si tu le savais, là. Ah, ben vas-y. Genre du 97, là. 90. Moi, j'ai le petit papier en dessous de mon écran là, parce que des fois, il faut que je leur demande genre de me dire comme leur code de PIN de support. Là. Puis ils vont me dire des chiffres. Puis sans le petit papier, c'est difficile. Ok, de moi les conversions. Faudrait,
Ah, tu te dirais, t'es pas à job. Pas à job, j'ai pas mon petit papier en dessous, là. Mais c'est c'est pas pour les 1 à 10, là. C'est vraiment pour. Genre 88, là. Ouais, c'est ça, hein. Dans les comme 70, 80, 90. Septembre, 90, puis je me rappelle plus, là. Mais 90, c'est pour 9. 9. Ben 90. Puis 8, je me rappelle plus. Septembre, c'est pour 70. Ouais, le 8, c'est quoi? C'est quoi le 8? Ah, c'est spécial. Donc, attends, mettons que tu dis 98, c'est quoi? Je vais prendre 2 minutes, puis je vais sortir la fiche. Septembre, puis 80, puis 90. Septembre. Puis il y a 80 ou 80. 80 ou 80. Au choix. Exact. Mais bref, on salue Belgique et la Suisse là, pour l'utilisation de ces chiffres-là. Là. Puis moi, je trouve ça très, très beau. Là. Ça rajoute un peu de charme là, à la langue. Puis c'est là qu'on voit tous les dialectes puis les façons de parler. Là. Ça reste très flexible là, dans le monde. Là. Mais je trouve ça très, très intéressant, ces trucs alternatifs. Ouais, puis je sais que c'est comme d'autres variantes en français là, qui utilisent ça. Puis c'est, je veux dire, particulier. C'est pas, justement, pas ce qu'on est habitué. Là. Puis au début, mon collègue m'avait dit, moi, quand j'en ai un qui commence à me dire des chiffres comme ça, j'ai dit, s'il vous plaît, dites-moi-les en anglais. Comme ça, parce que des fois, ils savent pas comment dire en français autrement. Là. Il y en a qui vont le savoir. Ceux qui font, j'ai l'impression, plus affaire en France, tu vas voir, ils vont se reprendre. Là. Ils vont dire, non, excusez-moi. Puis là, ils vont dire en français, tu sais. Donc, très variable là, comme expérience, puis toujours aussi agréable et enchanté de parler avec du monde à l'international. Ah, regarde ça. J'ai trouvé une section de la même page, en fait, qui dit, selon les régions géographiques, c'est quoi les prononciations, là? Oui. Donc, tu vois, France, Canada, puis pays d'Afrique, ça dit, c'est 70, 80, 90. Belgique, puis République démocratique du Congo, c'est 70, 80, puis 90. Puis la Suisse, c'est 70, 80, puis 90. C'est ça. Qui est un mélange. Non, en c'est un mélange. Là. Ah, c'est spécial. Ouais, ok, mais c'est spécial. Mais c'est intéressant. Ben, si vous allez en Suisse ou en Belgique, là, vous allez le savoir. Donc, Alain, pour conclure, on avait envie de parler de comment on a commencé, du moins comment tu es introduit à la programmation. Donc, c'était capable dans le fond, me raconter une histoire de ton développement personnel en termes de programmation. Mon Dieu. Quelle histoire qui a été mon lien avec l'informatique et la programmation, là, surtout. Mm-hmm. Tu vois, moi, j'ai commencé assez tôt à m'intéresser à la programmation, mais toujours dans des buts pratiques. Donc, j'avais comme, mettons, des objectifs, puis je faisais de la programmation pour arriver à mes fins. Première, tu sais, comme... Je vais donner un exemple. J'avais comme un ordinateur, puis je voulais faire des backups. Donc, j'ai appris à programmer pour me construire un petit script très jeune là, pour faire un backup vers ma clé USB de mes fichiers importants. Okay. C'était comme pas mal mon premier comme lien avec la programmation, mais ça a toujours été fait genre vraiment en parallèle très serré avec Google. C'est-à-dire, je cherchais ce que je voulais faire sur Google, puis j'adaptais le script à mes scripts ou le bout de code là, pour que ça fonctionne dans mon cas, moi. Là. Pas mal été comme ça que j'ai commencé. Là. D'ailleurs, il faut dire, là, j'étais très tôt à utiliser les systèmes libres de droit, là, donc Linux, par but d'optimisation. J'avais un ordinateur qui était peu puissant à l'époque, puis j'avais comme objectif de jouer à un jeu qui en demandait beaucoup. Là, donc, pour arriver à mes fins, j'ai installé Linux, des versions très, très, très récentes. Là, on parle 2008. Puis surtout à cette époque-là, là, Linux, c'était quand même assez comme atypique. Il fallait faire beaucoup de modifications dans les fichiers système, dans les configurations, puis le code en général là, pour arriver à ses fins. Sinon, si on parle vraiment programmer pour programmer, là, moi, c'était en 2015. Là, donc, ça fait vraiment pas si longtemps que j'ai commencé à l'école à programmer. Dans mon livre à moi, c'était comme essentiel un peu à comprendre mieux. Parce que j'arrivais, oui, à faire ce que je voulais faire au final, mais ma compréhension était loin d'être globale. Donc, en 2015, à l'école, ma première formation, j'avais vu genre du Visual Basic.
Puis on faisait des choses quand même assez intéressantes, là, parce que ça permettait d'avoir une interface Visual Basic. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est un langage Microsoft là, pour Windows. Donc, tu sais, j'étais capable de, mettons, faire une simili-calculatrice graphique, des affaires comme ça, afficher des messages, popper des menus. Mais ça restait quand même un langage qui était peut-être pas idéal pour commencer avec, parce qu'il y avait ses particularités comme écrites, là. Puis c'était pas comme loin d'être standard, là. C'est bon pour... Tu sais, les exemples que tu as donnés, c'est bon pour débuter, mais comme tu as dit, le choix du langage n'est pas nécessairement le meilleur. Là. Heureusement, je n'ai pas fait ça longtemps. Puis, j'avais du monde qui, déjà à l'époque, était comme beaucoup plus expérimenté en code, qui m'avait dit « Ah, si tu vois en Visual Basic, là, retiens pas ça trop, là. C'est pas, ça va pas être bien utile dans le futur. Là. Puis, de toute façon, c'est pas standard. » OK. Je suis arrivé à passer mon truc. Là, je suis arrivé comme au cégep. Puis au cégep, ils nous ont montré beaucoup de Python puis de scripting Bash. Donc, tu sais, comme ça, c'est vraiment plus mon programme. Là. Moi, j'ai étudié en réseau. Là. Donc, réseau, c'est plus du scripting qu'on voit. Là. C'est pas de la programmation pure et dure. J'ai jamais vraiment touché au langage qu'on dit plus objet, là, Java ou... Ouais, mais dans le tronc commun au cégep, ils vous ont pas montré d'orienter objet avec du Java? J'ai vu de l'orienter simili-objet avec du Python. On va dire comme ça, là, parce que Python, tu peux faire des fonctions. Ouais, okay. C'est pas un full orienté objet. Non, c'est définitivement pas un follow, puis c'est pas un bon exemple pour Duo. Non, là. Mais... Même, je veux dire, même PHP est mieux que du Python à ce niveau-là. Là. J'ai pas de la misère à le croire. Puis là, tu vois, là maintenant, avec le travail, je travaille plus dans le web, là, donc HTML, CSS, puis PHP, évidemment. Là. PHP, puis du Django aussi avec Python. Ça, c'est maintenant. Là. Donc, à tous les jours, je vois du code des clients, puis... C'est ça. On doit aussi un peu analyser souvent du code. Là. Dans mon cas, c'est pour trouver des virus. Quand des clients qui font des sites qui font des comportements inhabituels, là, on va aller analyser des fois pour voir si le site ne serait pas infecté. Donc, ouais. C'est pas mal ça dans mon cas là, pour la programmation. Donc, vraiment une arrivée tardive, mais la programmation, si je peux laisser un petit message là, de conclusion, il n'y a pas vraiment d'âge. Là. Je me sens pas comme... avoir perdu du temps ou désavantagé d'avoir commencé à apprendre la programmation dans ma vingtaine. Je me sens comme vraiment honoré d'avoir été en mesure d'apprendre la programmation, puis de maintenant comprendre mieux c'est quoi qui se passe derrière à cause de ça. Mm-hmm. C'est un sujet d'ailleurs que je vois souvent, de plus en plus souvent parler de l'idée d'introduire la programmation en jeune âge, là, même à l'école, qui est définitivement quelque chose qui mériterait d'être débattu et... moi, je pense que c'est une très bonne idée de base, là, surtout avec de plus en plus l'automatisation en général là, que nos jeunes enfants, là, la jeune génération là, va subir. Là, il y a beaucoup moins d'emplois dans les manufactures. Il va en avoir de moins en moins. Puis, tu sais, toutes les offres de travail, d'emploi se font de plus en plus dans le bureau, puis ont de plus en plus de liens là, avec la programmation. Là. Moi, je pense juste, je travaillais dans une entreprise, puis j'avais reçu des demandes pour automatiser comme une feuille Excel. Donc, le monde pense que la programmation, c'est uniquement dans du code, mais non, tu peux en faire dans Excel. Faisais un script complet pour aller arranger les tableaux avec les nouvelles entrées, mettre tout à la bonne place. Donc, il y en a vraiment partout là, de la programmation. Là. Non, ça, c'est bon de manière générale, juste pour comprendre comment les ordinateurs fonctionnent, comment les programmes fonctionnent, pour développer la logique, de trouver aussi le sens de résoudre des problèmes aussi. Donc, il y a plein de bienfaits associés à ça. Puis, comme tu dis, avec... ça va être de plus en plus présent anyway, dans le milieu du travail. Bon, dans les jobs de bureau, là, oui, c'est quelque chose qui reste... c'est bon à savoir et avoir un minimum d'expérience et de connaissances. Absolument. Sinon, c'est un peu comique, là, je le vois dans les show notes, mais toi, tu as commencé avec moi ce que je fais le plus. Là, donc, si j'ai bien compris, tu as commencé avec le HTML, CSS, PHP. Là.
C'était un de mes bons amis. Puis d'ailleurs, c'est probablement une autre histoire que je raconterai une autre fois, mais c'est un de mes amis, je pense que c'était au secondaire. Moi, j'étais au secondaire quand il m'en avait parlé. Il m'avait pointé vers un site web qui s'appelait le site Zéro, qui a maintenant été renommé pour Open Classroom, mais qui était un site web français où il y avait des tutoriels en ligne. Puis c'est là que j'ai appris. J'ai commencé, c'est surtout web, en fait, ce que j'avais commencé. Je pense que j'avais de l'intérêt là-dedans, de juste voir comment ça marche puis comment faire. Mais bref, donc du HTML, du CSS, puis ensuite du PHP. J'avais suivi, je pense par après, tutoriel en C, mais je pense que j'avais bloqué. En fait, c'est pas que je pense. J'avais bloqué rendu au pointeur. Puis j'avais juste comme pas été capable de comprendre qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que j'ai à faire avec ça. J'arrivais pas à comprendre le concept à ce moment-là. Puis c'est beaucoup plus tard que j'ai pu finalement comprendre de qu'est-ce que je regardais. Puis qu'est-ce que je faire avec ça. Puis tu vois, ouais, c'est pendant le secondaire. Puis vers la fin du secondaire, j'étais tombé toujours au travers de ce setup-là sur un jeu qui était open source d'ailleurs. C'est toujours intéressant de mentionner. Qui s'appelait Tremulous. Et qui ressemble beaucoup en comparatif, là, si je peux en faire un, avec un jeu qui existe, qui est plus moderne maintenant, là, qui est Natural Selection, qui est le même principe en bout de ligne. Là. Donc, c'est un FPS où que c'est des humains qui se battent contre des aliens avec une particularité où tu as aussi de la construction qui est faite dans ce jeu-là. Ça, c'était basé en C, là? Donc tu voulais faire un plugin, un mod. Qu'est-ce que tu voulais faire avec Oui, c'est ça. C'était surtout à la base, j'hébergeais, j'avais fait mon propre serveur, puis j'avais commencé à tinkering un peu de base, là, comme apprendre comment justement les mods t'installer, puis puis en faire. Mais tu sais, il n'y avait pas de système de mod, que les mods ou les plugins, ben il faut que tu patches la source puis tu recompiles le serveur pour pouvoir avoir. C'était ça. Tu là. vois, moi aussi, début, j'ai eu quelque chose comme ça, similaire à faire. Là. Je parlais de justement arriver à faire ça. Là. Il a fallu que je recompile mon noyau pour inclure, mettons, un driver là, à l'époque. Là. Et si, ouais. ça, t'es loin quand t'es rendu à recompiler ton... Oui, mais je comprenais à moitié ce que je faisais, puis je reformatais mon ordi à chaque 2 semaines. Parce que je me plantais, je faisais une erreur, puis c'était correct. Là. C'est un ordi que, justement, je faisais des backups régulièrement parce que je faisais mais pas des niaiseries, là, mais j'expérimentais beaucoup avec le code là, pour arriver à faire ce que je voulais faire. Là. Ouais, ça a été beaucoup d'essais-erreurs pour moi aussi à ce moment-là. J'ai beaucoup appris en lisant justement les patchs que j'appliquais au code avant de compiler. Puis c'est après ça que là, j'avais commencé à moi-même racheter des propres features ou faire des modifications. Puis je pense que le truc le plus notable que j'avais fait à l'époque, mais c'est la seule affaire que je me rappelle, là, c'est que j'ai fait un nouveau mode de jeu qui était un mode de jeu, je veux dire, propagation, mettons un truc de zombie, là, dans le sens que tu avais... l'équipe alien commençait avec une personne, puis tout le reste dans les humains. Puis au fur et à mesure qu'il y avait des contacts, ben, le monde changeait d'équipe, puis il transformait en alien. Très intéressant. Là. Puis c'était jusqu'à temps qu'il ne reste plus personne dans votre équipe. Puis ça fonctionnait super bien. En plus, j'avais vraiment bien réussi ce truc-là. Puis c'était comme, je veux dire, early cégep là, quand j'avais complété cette affaire-là. Puis j'étais quand même été content, mais ça, même à ce moment-là, quand j'avais fait ça, le jeu datait déjà. Visuellement, là, le jeu datait déjà à ce moment-là. Donc ça va pas... je l'avais poussé, je pense, dans une coupe de LAN au tout début, que j'avais fait au cégep. Mais ça n'a pas duré longtemps, puis on avait arrêté de jouer à ça par la suite. Là. Puis j'imagine que ça te dit rien, donc tu n'étais même pas là à ce moment-là. Donc moi, j'ai jamais joué à Tremulous en tant que tel. Là, ça me disait absolument rien. Il faudrait que je retrouve cette affaire-là. J'ai clairement encore toutes ces affaires-là quelque part pour trouver ça, mais... c'est... Encore une fois, j'avais beaucoup découvert, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. J'avais même participé pas mal, surtout à la communauté française, encore une fois, parce que c'était là que j'avais rentré. Autant pour trouver une affaire. Même, c'est vrai, j'avais même commencé à faire du mapping à ce moment-là. Créer une map pour le jeu. Wow. J'avais aucun talent pour ça. C'était affreux ce que j'avais fait. Mais juste comme comprendre comment ça marche, c'est comment faire... le concept de modélisation 3D, mais c'est là-dedans que je l'ai appris, si on veut. Là. J'ai quelque chose que j'ai fait en 3D, mais c'est en faisant une map que j'ai fait ça. Puis c'était comme ça, comme je dis, autour début cégep là, pour moi. Là. OK. C'était super intéressant comme concept. C'était vraiment très, très intéressant comme concept. J'ai appris pas mal de choses avec ça. Par la suite, c'est au cégep que j'ai commencé à apprendre le Java. Avant ça, j'avais vraiment pas touché à ça. J'avais déjà mes bases en PHP, donc en termes de logique de base, mais j'avais une idée de ce que je faisais, mais évidemment, ce qu'on dit l'API du langage était différent, mais c'est comme l'adaptation, mais ça n'a vraiment pas été difficile pour moi, du moins au début.
Concept d'orienté objet, c'était un peu plus complexe, mais ça s'est quand même bien passé. Ouais, c'est quand même le cégep en tant que tel, là, c'est un lieu d'étude où est-ce qu'on apprend ça. Là. Ouais. Mais tu vois, j'ai pas... Comparativement à ce que j'ai appris par la suite, j'ai pas appris ou compris, du moins je dirais, là, grand-chose dans les laboratoires, les devoirs qu'on avait au niveau cégep. C'est vraiment quand je me suis mis à modder puis à faire des plugins pour Minecraft que là, j'ai vraiment beaucoup appris de choses. Pour les clients, ben, c'était du code qui était décompilé, offusqué, donc c'était super compliqué à comprendre. C'est juste trouver une façon de raisonner au travers de ça puis de faire des changements là-dedans, c'était quand même demandait beaucoup de logique, beaucoup de compréhension, puis ça m'a pris vraiment de développer ce sens-là. Puis au niveau du serveur, mais c'était des plugins pour le mode qui s'appelait Bucket. Oui, je me rappelle de Bucket. ça. Puis ça, c'était vraiment... C'était de développer des plugins pour ça avec un API qui était standardisé. Puis ça aussi, c'était super intéressant. Puis là-dedans, je me suis même trouvé de l'intérêt à aller comme creuser dans le code puis comprendre comment ce truc-là était fait. Donc, comment le serveur lui-même appelait les plugins, comment l'API était designé. Puis, de point de vue design, programmation, puis des souvenirs que j'en garde, c'était quelque chose qui avait été super bien pensé, super bien designé. Puis c'était des très beaux exemples pour moi de comprendre des trucs plus complexes, puis d'apprendre au travers de ça quand même plusieurs choses. Mais c'est toujours ça, le truc. Là. Quand tu trouves un sujet ou de quoi que tu veux faire, moi, comme je l'ai dit précédemment, là, c'était ça. Là, je voulais arriver à faire en sorte que ma clé Wi-Fi fonctionne à chaque redémarrage. Mais là, il a fallu... Tu sais, ça paraît bête, là, mais à l'époque, le driver, il fallait que je le compile à chaque fois. Maintenant, j'avais un script qui se recompilait rapidement à chaque redémarrage. Puis j'allais ajouter ça au noyau. Là, maintenant, je me suis tanné. Je me suis dit, je vais l'intégrer à mon noyau. Comme ça, j'aurais pu le faire. Tu sais, c'est toujours... Moi, mais j'imagine que c'était pareil pour toi, là. Tu voulais comme faire en sorte que ça fonctionne avec l'API. Fait que là, tu devais mettre beaucoup de temps pour essayer de faire comprendre le fonctionnement interne de Bucket, puis arriver à faire ce que tu voulais faire. Là. Mais c'est un mélange de deux choses. C'était à la fois vouloir faire des plugins, j'avais des besoins spécifiques, des idées spécifiques, OK, je veux réaliser cette affaire-là. Mais il y avait aussi une partie qui était vraiment de la curiosité de comprendre comment ils ont fait telle chose, comment ils ont réussi à faire un tel morceau ou tel fonctionnement qu'eux autres ont rajouté, puis de comprendre la logique en arrière de ça, puis de faire comme ouais, c'est clever, ils ont pensé à telle affaire, ils l'ont fait de telle façon, puis d'apprendre des choses au travers de ça. Non, c'est clair. Puis par la suite, ça, je me rappeler un peu l'université avec les stages. J'ai pas appris grand-chose de nouveau. Je pense qu'un des trucs notables que j'ai fait de mon premier stage universitaire, c'était du PowerShell, que j'en ai quand même fait beaucoup, que ça m'a permis d'apprendre ce morceau-là côté Windows, que j'ai pu réutiliser un peu mon deuxième stage. Fait un peu de Java aussi. Puis du PHP finalement en troisième stage, puis qui est à la même place que je travaille maintenant. Que j'en fais maintenant, je veux dire, en day-to-day. Là. Daily PHP, là. Ouais, mais tu sais, c'est pas du PHP comme je connaissais du tout début quand j'ai commencé PHP, avec le C0. Tu vois, moi, je le vois tous les jours, puis il y a une maudite grosse différence avec les versions. Là. Chaque nouvelle version, mais majeure, le langage se développe. Là. Le langage a beaucoup évolué, mais c'est même pas de ce niveau-là que je voulais dire. C'est vraiment au niveau de la façon que c'est fait. OK. Il y a une grosse différence dans la manière que je travaillais, si on veut, au tout début, de la manière qu'on travaille maintenant dans un contexte d'entreprise avec un logiciel qui est comme bien conçu, que les trucs... Parce que le PHP a une très, très mauvaise réputation, mais surtout de la façon qu'il est utilisé et non du langage lui-même. Là. Oh, oui, il y a oui, le langage aussi, qui peut être pris dans le passé, surtout. Là. Ouais. Donc, c'est très facile de faire du mauvais code avec du PHP, c'est plus ça que je devrais dire, là, justement avec sa popularité du langage. Donc, de faire du bon code qui est maintenable, qui est bien conçu, ça fait une grosse différence de travailler avec ça aussi là, dans un contexte d'entreprise. Alors, c'est clair, là, parce que quand tu crées un produit, puis que le client te revient 2 ans plus tard qui dit « Hey, tu pourrais-tu me rajouter telle fonction? Je trouve que c'est ça qui me manque. » Puis que c'était codé à la base tout croche, mais là, bonne chance. Là. Ouais, on a eu une couple de projets qui étaient des reprises justement de d'autres clients, puis ceux-là, c'est toujours les moins le fun parce que c'est tout le temps. Faut que tu essaies de comprendre, surtout quand le projet il a été fait genre par un one person un moment donné, il y a quelques années. Là. Ouais. Tu sais que lui, il comprend son code. Mais je me rappelle, Java, Minecraft Java, c'était comme ça un moment donné, là, avant qu'il y ait un rewrite complet. Là, c'était comme assez spaghetti comme code. Là. Mais encore une fois, le code
faut faire attention. Le code qu'on avait accès, surtout pour le client, là, c'était du code décompilé offusqué. Donc, pas nécessairement qu'il était du spaghetti, c'est juste qu'on n'avait pas accès au code source. Non, mais il me semble que donc, ça serait confirmé, là, mais je suis pas mal sûr d'avoir lu ça quelque part. Qu'ils n'ont pas eu le choix de un peu réécrire Minecraft mieux. Ben, il y a plusieurs choses. Aussi, ils ont refait Minecraft. Maintenant, tu as la version, le client Java, mais tu as aussi les versions natives qui ont été refaites et qui ne sont pas compatibles entre eux. Donc ça, oui, ils ont carrément refait le jeu aussi, mais oui, ils ont fait du rewriting ou du factoring dans le code en tant que tel, parce que comme n'importe quel code, ça va avec le temps aussi, les besoins changent ou la façon que c'était vu, c'était pas pensé comme ça au début, blablabla. Il y a eu plein de trucs comme ça, là. Mais, puis aussi, parce que la personne, ben, c'était, oui, comme tu as dit, c'était un one-man team, puis il avait pas pensé à des trucs, puis c'était juste, on s'entend, le Minecraft, c'est un side project pour le fun de quelqu'un. Exactement, qui a gagné en popularité, là, tout le monde qui ont des enfants connaissent Minecraft. Tout le monde qui sont nés dans notre époque à nous connaissent Minecraft aussi. Là. Ça a vraiment un succès monstre. Là. Puis, mais bref, oui, ça fait une différence quelque chose qui est fait par un one-man team versus une vraie équipe de travail. Donc, par la suite, j'ai fait aussi un peu de Python, mais ça, là, c'est comme au travail, je pense, cégep université pour des projets perso. C'est surtout du scripting dans mon cas. Je l'ai appris sur le tas. Un autre langage intéressant mettons, je suis très, très habitué à faire du PHP, donc c'est sûr que je vais penser souvent à faire des trucs en PHP. Mais le Python va avoir ses avantages pour certains trucs qui est comme super facile à faire, un langage qui est très, très clean, très épuré. Oui, tu peux littéralement ne pas indexer. Là. L'indexation sert dans même le code, ce qui est très intéressant. Indexation, excuse-moi. Indentation, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent absolument pas c'est quoi du code, là, c'est comme les espaces. Tu n'as pas le choix de mettre les bons espaces, là, mettre des... Comment t'expliquerais ça, l'indentation? Non, mais c'est dans le sens, la majorité des langages de programmation vont utiliser des métacaractères pour pouvoir séparer les instructions l'une de l'autre, là, puis aussi les blocs d'instructions, alors que du Python, c'est purement avec l'indentation que ça. C'est ça. Donc, tu changes de ligne, tu indentes moins pour sortir comme de cette partie-là de code. Donc, ça offre une certaine... comment dire... le code est épuré. Ça fait vraiment un code qui est très, très épuré. Ouais. Donc, c'est visuellement plus agréable à faire, mais ça, le langage en soi aussi amène plein de contractions ou des one-liners ou des trucs comme ça qui peuvent aussi rendre le code plus difficile à comprendre. Là. Donc, tous les langages ont des avantages et des inconvénients. C'est toujours comme ça. Puis, il n'y a pas de meilleur langage. Quelqu'un qui vous dit « Ah, apprenez ce langage-là, c'est meilleur que l'autre. » Non. Ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Il y en a qui sont plus faciles d'approche au début. Il y en a qui sont plus rapides. Il y en a qui sont compilés. Mais je vous dirais, surtout si vous n'avez jamais touché à la programmation, si ça vous intéresse, faites juste commencer à écrire de quoi? Quelque chose. Peu importe la plateforme, vous allez apprendre. Puis vous allez vous développer. Puis après ça, une fois que tu as compris la roue, personnellement, après ça, tu peux changer de langage. Oui, tu vas avoir de l'adaptation sur des spécificités, là, mais... Ouais, mais une fois que tu as compris, ça te donne les bonnes bases pour la suite. Là. Ouais. Mais ça, c'est ça que j'avais des recommandations à faire. Dans un terme, pour apprendre vraiment de la programmation dans un contexte orienté objet, là, je pense que la meilleure chose pour moi, ça reste encore du Java, qui est comme un super bon point d'entrée. Puis c'est un langage qui est complet, puis qui, je veux dire, qui est très standard, là, tu sais. Comparativement, à du PHP qui est un peu plus funky au niveau de l'API du langage elle-même. Là, Java était super bien rigide. Puis tu as un langage qui est complet. Là. Donc, pas de mauvaise surprise là-dedans. C'est un langage qui est compilé aussi. Donc, ça permet d'amener aussi plein de compréhension aussi variées au travers de ça. Mais pour un début de programmation, c'est excellent. Tu vois, moi... C'est sûr qu'après ça, si tu aller vers du web ou du scripting, là, c'est un peu plus différent. Soit du PHP ou du Python selon le besoin. Tu vois, moi, si je peux... j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, mais le Python m'a vraiment aidé à apprendre beaucoup. Je trouve que c'est un excellent langage pour débuter. Puis même, oui, c'est pas un orienté objet ou OO, mais ça reste quand même que tu peux faire de l'objet dans Python. C'est pas du vrai objet, mais tu peux avoir des fonctions. Puis tu peux en faire beaucoup, puis je pense que c'est, dans mon livre à moi, un des meilleurs langages pour apprendre, surtout au niveau des erreurs. Le Python, quand tu fais rouler ton code, il va te dire quasiment la virgule qui marche pas. Là. Ça, c'est très avantageux quand tu commences, là, par rapport à, mettons, d'autres langages que,
une erreur est apparue. Je trouve Python, puis tu vois, même ça, c'est un des défis, comme je dis plus récemment, encore une fois, ça doit faire un bout, là. Mais je trouve Python qui est plus difficile à packager, ou du moins bien segmenter ton code en fichier ou en module. Le concept de module en Python est comme super abstrait, comparativement du Java avec des namespaces. Ah, là. absolument. Oh, oui. C'est plus compliqué à ce niveau-là. Oui, pour débuter, juste comme écrire du code, pour écrire du code dans un fichier, là, puis tu fais juste comme, pour comprendre ce que tu fais, faire des loops de base, puis des conditions, blablabla. OK. Mais à partir du moment que tu veux rentrer dans quelque chose de comme semi-complexe, Python, la courbe d'apprentissage, elle spike d'un coup. Absolument. Là. Oh, C'est oui. vraiment plus abstrait, plus difficile d'approche, mettons, versus Java, que oui, c'était plus difficile au début parce que ça te prend une idée, il faut que tu fasses comme faire ta classe, que tu vas juste avoir comme ton Hello World, justement, là, ça va être déjà comme quasiment 50 lignes. Là. J'exagère un peu, mais tu sais, t'as comme un contexte. Ça commence plus difficile, tout, mais une fois que t'es... Ouais. Tu vois, je parlais justement de plusieurs langages, puis c'est justement ça, là. On peut... Il y en a tellement, puis tellement de points de vue puis ça peut très vite arriver au sentiment aussi, là. Mais ouais, non, tout. Non, mais ça reste, c'est ça. Encore une fois, c'est toujours une question de besoin. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Il y a toujours un langage qui va mieux répondre à ces besoins-là. Absolument. Puis au final, tous les langages finissent par avoir les mêmes fonctions de base, là. C'est juste que la syntaxe, donc la façon d'écrire pour arriver au résultat va changer dépendamment des langages. Oui, puis comme tu as dit aussi, il y a quand même une distinction à faire entre un langage qui va être complet versus un langage script qui est interprété à l'exécution. Mais tu vois, peut-être pour conclure avec le Python, tu vois, nous, il nous forçait là, au cégep à faire des classes puis à les jouer justement dans des fichiers. Donc, il nous forçait à comme faire du niveau 2 avec le Python, là, à la place de réapprendre Java. Puis tu vois, là, maintenant, ils ont changé. Le nouveau programme, ceux qui sont en programmation commencent avec Java direct. Puis ceux qui sont en script, ils vont juste faire du Python. Ils vont faire du Python évolué, là, mais ils vont quand même avoir juste du Python. Là. Ceux qui sont en réseau, maintenant, il s'appelle virtualisation et réseau, le programme. Là. OK. Mais c'est intéressant. Mais oui, je trouve que c'est ça. En fait, même commencer avec du Python puis juste faire du Python, je trouve ça quand même incomplet, en fait, comme approche, là. Parce que ça va quand même manquer des morceaux. C'est sûr que dans un contexte réseau, si tu touches à du Java, t'es rendu loin, là. Mais pour apprendre programmation orientée objet comme du monde, là, Java va te donner plus de choses que tu verrais pas en Python, là. Mais ça resterait comme, encore une fois, d'un point de vue introduction parce qu'il faut que tu montes du Python. Tu sais, moi, Python, je n'ai pas vu du tout. Ouais, mais c'était à une autre époque aussi. Tu dis ça, Python a gagné en popularité, justement, quand j'ai commencé à faire du code là, en 2015. Avant ça, c'était connu, mais c'était beaucoup moins utilisé et populaire. Là. Ah non, mais je suis plus ou moins d'accord dans le sens que Python était bien présent en 2008-2010, là, entre 2008 et 2012, je vais dire, là, quand j'ai fait mon cégep. Python était bien présent, c'est juste que l'école n'était pas rendue là encore. Ah, mais Python était là. C'est un classique, le débat qu'on va pouvoir... c'est interminable. Là. L'école n'était pas là, mais Python était là. Python était bien présent, puis on n'a pas vu du tout. Puis oui, mon programme, je pense, dans l'ensemble, c'est sauf quelques profs qui gardaient leur cours à jour, les cours dataient déjà. Là. Ça, c'est le classique. Là. Puis on pourra en parler longtemps. Là. À l'école, tu vois, nous, je pense que leur cycle, je pense que c'est aux 5 ans ou 7 ans qu'ils changent de programme. Quand je parle change de programme, là, c'est genre les noms de cours puis la matière au complet. Là. Sinon, tu sais, moi, j'ai vu des affaires assez funky, là. Plus du tout. Tu sais, comme il y a 7 ans, OK, peut-être utiliser encore un peu, là, mais maintenant, là, non. Plus du tout utilisé. Puis, de toute façon, on s'en a déjà parlé, mais l'école, c'est plus une preuve que tu es capable d'apprendre des acquis. Le papier, c'est ça, là. Surtout en informatique, avec l'avancement des technologies. Là, qu'est-ce que tu apprends à être déjà désuet quand tu vas aller sur le marché du travail? Là? Ouais. Ah non, mais écoute, je peux te donner des beaux exemples là, de comment on datait. J'ai commencé mon cégep, là, puis on installait... Pendant, je pense, j'ai quasiment envie de dire, les 2 premières années de mon cégep, là, on installait encore Windows XP puis Windows Server 2003. Puis on était en 2008-2009. Eh boy. Ouais, c'est ça. Ça datait déjà beaucoup. Là. Moi, j'étais quand même chanceux. Là. J'ai commencé en 2015. Puis mon vieillissant, c'était Windows 8.
J'ai été chanceux parce que, genre, je pense l'année passée, c'était Windows 7. Comme 2014, c'était Windows 7 en... Ouais, Windows 7, on l'a tiré, mais parce que personne ne voulait de Windows 8. Puis, c'est vraiment drôle parce qu'à date, Microsoft n'a pas skippé leur cycle, mais pas en tout, là. Genre, Windows XP, c'était correct, personne ne voulait Vista. Windows 7, c'était correct, personne ne voulait 8. Ça 10, c'est arrivé, puis... Mais 10, ça va rester à voir, là, mais ça risque d'être la dernière version de Windows pendant un maudit bout, là. Oui, je trouve ça très intéressant, l'approche de Microsoft, mais ça change le paradigme un peu. Mais je trouve que c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, là. Mais oui. D'avoir comme une version qui est long-lived, puis qui est mise à jour constamment. Exactement. Donc non, mais oui, j'espère que c'est à jour d'un cégep là, qui monte du Windows 10 puis pas autre chose. Là, parce que... Je peux te confirmer que dans le cégep, moi j'ai pas eu ce cours-là parce que j'avais fait un tremplin, là, mais ils voyaient encore on va dire 2016, ils voyaient du Windows 7 encore. Ouais, mais là, tu sais-tu s'il monte encore? Non, dans le nouveau programme, c'est complètement fini. Ok, mais ça. Mais de mémoire, nouveau programme, là, il est sorti en 2020, le nouveau programme. C'est pas compliqué, là. Oui. Ok. Mais ça, j'essaie de voir, en fait, version. Je me suis trouvé ça quelque part, on ne sait pas. Je vais voir si le support est déjà arrêté pour 8. Il me semble que oui. Là. Je suis pas mal sûr que non. Windows 8, mais 8.1, là, est encore, je pense que c'est 2023 de mémoire. Ah, bah oui, t'as raison. Voyons, t'es bon. T'as pleinement raison. Windows 8, c'est arrêté depuis 2018, puis 8.1, c'est 2023, ouais. Ouais, non, je sais. Non, je suis bon dans les versions Windows. Don't mess with my Windows. Parce que, tu sais, je disais au début, j'aimais beaucoup le Unix, mais quand j'ai eu un ordinateur plus puissant, je suis retourné en dual boot, là, Windows Linux, là, puis je suis recommencé à toucher à du Windows, principalement à cause du gaming là, à l'époque. Là. Puis j'avais un ordinateur qui permettait on pourrait parler de ça rapidement, pareil, là, au niveau de l'historique des OS. Là. Tu vois, moi, chez mes parents, jusqu'à temps que j'arrive, jusqu'à temps que j'arrive au cégep, c'était que du Windows chez moi. Là. En fait, j'ai eu accès fin secondaire à des machines extra que j'ai permis d'installer du Linux. C'est vraiment comme early, c'était pas d'interface graphique. Puis début cégep, quand j'ai eu mon laptop, là, j'ai commencé à faire du dual boot moi aussi. Donc Linux Windows avec du Ubuntu. Puis c'est seulement à la fin du cégep où j'ai acheté mon premier Mac que là j'ai commencé aussi à explorer macOS. Puis avant ça, j'avais jamais touché à ça. Moi, t'as donné une idée à quel point j'étais early là, sur le Unix. Là. J'ai installé Ubuntu 7.4, je pense. Ouh! Je pense que t'es 1 an plus tôt que moi. Ah, puis j'étais jeune à l'époque parce que j'étais un petit peu plus jeune que toi. Là. Puis c'est du graphique? Oui, ça, oui. C'est du graphique, ça? Oui, graphique. Tellement j'avais pas de bande passante qu'à l'époque, j'avais fait venir le CD par la poste. J'avais fait ça aussi. Je pense que j'ai une couple de CD, mettons 2008, 2009, 2010, là. Des CD d'Ubuntu, là. 2006, je l'avais essayé, mais je comprenais rien. J'avais désinstallé, j'avais réinstallé XP, là. OK. J'ai le CD 2006, là, je m'en rappelle encore. Ouais, ça c'est early. Là. À ce moment-là, c'était pas... c'était pas stable aussi. Là, on va se le dire. Là, non, Linux, c'était... surtout la partie graphique là, est encore embryonnaire. Oui, pour le graphique. Ouais. Ah, serveur, mon Dieu. Je dis serveur, justement, web pour hoster, justement, les différents projets. Hey, à l'époque, là, je parlais de Tremoloose tantôt, là, quand je programmais en C, là. Mon pipeline, là, mon workflow, là, c'était genre... J'applique un patch sur mon ordi, je transfère les fichiers via SSH vers mon serveur Linux, qui était genre en Europe. Je compilais sur un serveur web. Puis je redownloadais l'exécutable après ça sur mon ordi pour le rouler. C'était vraiment pas beau comme pipeline de travail. Là. On faisait avec les moyens du bord. Là. Moi, c'était pareil. Là. Je devais faire affaire avec un PC qui avait genre 512 MB de RAM. Puis genre vraiment anémique. Là. On est plus là. C'est ça.
Combien de gigs de RAM ton ordi, Pat, maintenant? Je stagne à 16. En fait, ça fait quand même une couple d'années. Là, Mais c'est quand même excellent 16. Vraiment, même niveau Oui, mais ça reste que, je disais même, mettons, même plus que 5 dernières années, là, j'étais à du 16, puis j'ai comme pas augmenté plus qu'au-delà de 16. Ça, mais tu sais, je dirais, en ce moment, là, le standard, là, si vous avez acheté un ordinateur, là, allez pas en bas de 8 GB. 8 GB, c'est vraiment le minimum. Non, c'est maintenant. ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, entre du 8 puis 16, même moi, c'est 16, j'ai en masse, là. Tu sais, à partir du moment, je pense qu'on a parlé à un moment donné, là, à moins que tu vas aller dans de la virtualisation, là, que là, oui, plus que 16 serait pratique, t'as pas besoin de plus que 16. Genre, comme je dis, je fais du ultra multitasking, là. J'ai comme 2-3 idées ouvertes en même temps, puis 2-3 browsers ouverts en même temps, puis genre, j'ai pas de problème avec 16 gigs. Tu vas jamais t'approcher de... sinon, pour le gaming aussi, là, des fois, ça peut aider à avoir quelques frames de plus, là, quelques images par seconde de plus, là, si tu as plus de RAM. Là. Écoute, à moins que tu veux rouler, ça c'était vraiment drôle parce que je voyais du monde qui parlait de ça dans mon sac d'amis. Là. À moins que tu veux rouler du Minecraft qui est modé Feed the Beast, oui, là, ouais, où t'as besoin, là, plus que 16 gigs de RAM va être pratique. Mon ordi de gaming est 16 gigs, puis j'ai pas besoin de ça, puis je suis bien correct. Là. J'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai 32 gigs de RAM absolu en ce moment, puis parce que j'avais acheté un portable à l'époque, puis genre, il venait avec 16 gigs, puis j'avais acheté 16 autres gigs de plus, juste parce que, puis tu vois, d'ailleurs, je suis dû pour changer, là. Ce laptop-là, il date de 2014, still running. Ouais, ça a été. Ça a été 4e génération i7. Mais regarde, pour du... tu sais, je fais plus de gaming comme je faisais avant. Là. C'est ça l'affaire. Là. J'ai plus autant de temps pour du gaming. Puis là, je fais comme... je pourrais me faire un ordinateur, mais d'un autre côté, celui que j'ai en ce moment fait la job. C'est intéressant ça. Puis peut-être... tu me fais penser, là, je suis rendu avec 2 de mes collègues de travail qui font ça. De façon générale, on va se réunir une fois par semaine pour jouer à des jeux en ligne. Puis quand je dis réunir, c'est virtuellement. Là. Mais ça, il y a 2 de mes collègues de travail qui n'ont pas de machine de gaming. Puis j'en avais justement un de ceux-là qui avait un vieux PC. Là. C'est une vieille affaire. Là. Puis il avait essayé de jouer... ça, c'est très drôle. Il avait essayé de jouer à Fall Guys. Mais genre, tu sais, il y avait comme une demi-frame seconde. Hey boy. Donc, une demi-image seconde. Oui, c'est ça. Donc, une image aux 2 secondes. Puis, j'exagère un peu, mais c'est vraiment low. Là. C'est comme, pour vrai, pas plus que 5 FPS. Hey boy. Ouais, terrible. Puis, il y a un autre de mes collègues qui a trouvé un service web qui permet d'avoir accès à une machine de gaming à distance. Puis, là, ça fait, je pense, 2 semaines qu'il joue avec nous. Il joue à GTA à distance avec nous. Et genre, zéro problème, il fonctionne super bien. Il paye pour un service là, un peu de machine virtuelle performante dédiée à distance. Je sais pas si sont vendus à rabais en ce moment parce que c'est comme un nouveau service ou whatever, mais c'est très peu cher. C'est à l'utilisation. Là. Donc, tu sais que tu es payé, je pense, à l'heure ou même à la minute là, de ce que tu utilises. Mais tu as un ordi, comme tu as dit, là, c'est un ordi qui est virtualisé à distance. Il y a quand même, par contre, là, ce virtuel, il y a quand même accès comme un GPU pareil dessus. Là. Tu vois, c'est une partie de GPU qui est dédiée. Là. Puis il permet de jouer à des jeux. Ça ressemble à quoi la latence? C'est capable de jouer normalement? Pour vrai, la manière qu'il m'en parlait, là, aucun problème. Là. Wow. Je pense, lui comme moi, il y a un service de belle fibre. Donc, tu sais, la latence qui est déjà très réduite. Si le data center est proche, tu vas avoir comme, mettons, du 20 ms, là, du 20-30 ms, là, puis tu vas... Ça, à moins que tu... tu sais, je recommanderais pas de jouer, mettons, du CSGO compétition avec ça. Mais pour du casual play, là, la manière qu'il nous en parlait, il n'y avait pas de problème. Pas de problème de latence du tout. Là. Très bon à savoir. L'ordi était super. Il y a de plus en plus d'alternatives avec le cloud computing. Google en a une, le Stadia. Mm-hmm. Mais oui, avec Stadia, ouais, exactement. C'est un très bel exemple. Ça, c'est l'exemple, mettons, qui est accessible au consumer. Là. Nous, ce qu'on dit, c'est vraiment, c'est une machine à distance. Donc, il faut que tu configures ton Windows après ça, que tu installes tes jeux, puis c'est comme un ordi. Il faut que tu fasses tes updates après ça, puis nanana. Donc, on s'entend, ça devient comme un ordi entretenu, comme n'importe quoi. Là. C'est quand même intéressant. Puis il peut garder sa machine ou il doit repartir du début à chaque fois? Non, ça, il garde sa machine. Fait qu'il fait juste rebooter ça. Non, mais
Ouais, ça. Donc, quand il a besoin, il boot sa machine, puis il va gamer. Puis après ça, quand il très finit, intéressant. il arrête. Pat, De mémoire, il utilise, comme on avait recommandé, le Parsec, qui est vraiment le logiciel de remote desktop, mais qui est orienté stéroïde, gaming. Là, donc, low latency. Remote distance, contrôle à distance sur stéroïde. Là. Ouais. Tu as utilisé... Mais pire que ça, avec Parsec, on jouait à un jeu local. Jouait à un jeu local avec un ami que lui avait branché son remote. Puis ça le faisait. Là, un jeu, dans le fond, qui se faisait pas en multijoueur, là, qui jouait sur le même écran. Puis moi, je me connectais à son ordi, puis je jouais avec ma manette. Ouais, OK. Ben, je pense, quel jeu qu'on avait fait? On avait fait Overcook comme ça. Donc, c'était, je pense, le premier qui est pas disponible online, donc pas en réseau. Mais donc, on avait quelqu'un qui jouait le jeu sur son ordi, il était connecté avec une manette. Moi, j'étais connecté sur son ordi avec une manette, puis un autre avec un clavier sur son ordi, au travers de Parsec. Malade. Puis, on a eu zéro problème. Fonctionne super bien. Malade. Donc, c'est très cool comme le chat. Puis oui, c'est très cool d'avoir cette possibilité-là de faire comme tu as dit, du cloud gaming. Ça, c'est le gros... l'aspect qui fait que c'est possible, c'est l'augmentation du débit des réseaux Internet. C'est tout simple que ça. Là. Back in the days, c'était même pas envisageable avec nos bandes passantes, puis surtout nos débits. Là. Mais c'est deux choses. Ce que tu viens de dire, en effet, comme l'augmentation des débits, mais aussi la proximité des services. Ce qu'on n'avait pas avant, là, d'avoir des DC maintenant un peu partout, ce que Google leur permet de faire pour Stadia. Là. Donc, d'avoir des centres de données un peu partout qui sont proches des gens pour justement avoir du low latency suffisant pour pouvoir jouable. Permettre de faire du cloud gaming. Puis, exactement. Shout-out à M. Musk là, avec Starlink. Là, je sais pas si tu as déjà vu un peu des démos, là, parce que les bêtas sont sortis, puis c'est, ma foi, assez impressionnant. Ça va être intéressant de voir ça, oui, en effet. Ça, le seul bémol à ça, c'est que ça te prend un hardware spécialisé pour pouvoir se connecter là-dessus. Starlink qui est comme kit, une connexion Internet, mais à travers des satellites qui se promènent. Ouais. Donc, c'est une connexion Internet satellite sur stéroïde, là, donc beaucoup plus rapide. Et avec un ping... c'est pas évidemment de la fibre, tu n'auras jamais la latence de fibre. Non, mais tu dis ça, je suis curieux de... Je me rappelle c'est quoi la latence qui parlait, puis je serais... tu peux gamer avec ça. Tu peux gamer jusqu'à un certain... tu pourrais peut-être pas faire du CSGO compétitif. Encore une fois. Mais CSGO qui est un jeu de tir à la première personne, où est-ce que chaque microseconde compte, là, c'est ultra précis. Mais pour du casual, définitivement possible. Puis écoute, la vitesse était tellement bonne, tu peux rouler comme 4 streams 4K là-dessus, pas de problème. 4 streams YouTube en 4K, là, puis il n'y aura pas de problème. Pour tout ce qui est l'Internet là, courant, ça fonctionne sans problème. On mettra, c'est en anglais, mais un YouTuber que j'écoute de temps en temps, là, Linus Tech Tip, là, qui a fait vraiment comme des tests poussés avec ça. Ah ben oui. Ah, il s'est acheté un démo kit. Le bêta, exactement. Il a eu accès au kit bêta, puis il fait des tests avec ça. Ah, c'est très, très cool. Mais tu vois, là, j'ai la page Wikipédia de Starlink. Donc, une fois que ça va être pleinement roll-out, on s'entend, là, c'est pas le cas en ce moment, là, mais ça s'attend à avoir un service, mettons, entre 50 et 150 mégabits par seconde. Donc, c'est du broadband comme on a normal chez nous, là. Avec une latence entre 20 et 40 millisecondes. Fait qu'avec une latence de 20, c'est excellent, 20 millisecondes, ça peut être... parce que c'est une latence minimale. Là, fait ça, c'est... 20 millisecondes, c'est le genre de latence que j'ai à me connecter à peu près n'importe quel data center, je veux dire Montréal, New York, Toronto. Là. C'est une latence normale que j'ai. Donc, si t'es capable d'avoir une latence de même sur satellite, c'est incroyable. Là. C'est pas juste excellent, là. C'est incroyable. Non, la technologie est incroyable, mais... on mettra le vidéo, là, ça reste quand même du satellite. Là. Moi, je vais toujours préférer une connexion filaire, là, même à débit moins élevé. Juste... Non, on s'entend. Là. On a des grands centres, on est à Montréal. Là. On n'aura pas de problème d'avoir accès à une connexion qui est câblée. Là.
Mais dans t'es moyennement remote, là, c'est Non, super absolument. d'avoir T'as accès pas à aller ça. loin pour avoir seulement du dry loop DSL à genre 5 Mbps. Là. Mhm. Puis juste donner la comparaison, là, j'ai le chiffre juste au-dessus, là. En ce moment, pour de l'Internet satellite Régulier, là. avec les réguliers, là, on parle d'environ 500 millisecondes. Ah non, ça de c'est latence. épouvantable. Là. C'est long, là. C'est long, là. Ça veut dire, là, en gros, 500 millisecondes, c'est 5 secondes. Ah, puis excuse, en pratique, c'est plus 600 millisecondes. Ça, c'est théorique, mais en pratique, c'est plus ça veut dire que tu fais google.ca, tu fais Enter, puis avant que ça se rende jusqu'au data center, 6 secondes. Puis là, c'est un nom. Non, c'est millisecondes. Millisecondes. C'est 0.6 secondes. Puis, en fait. ça, c'est pour se rendre, puis après ça, il faut que ça revienne. Mhm. Donc, non, c'est long. Là. On est habitué à des délais vraiment plus faibles. Là. Puis, on dirait que la vitesse, on tombe un peu accro à ça. Là. Tu vois, moi, je suis parti chez mes parents. J'avais finalement réussi dans les dernières années de vie avec mes parents de faire augmenter la bande passante là, à 120. Pas la bande passante, là, mais la vitesse à 120. Ouais. Et bande passante illimitée. Puis là, tu vois, ça m'a pris... j'ai pas eu le choix de prendre 100 Mbps chez nous, là, parce que sinon, j'avais de la misère. Là. Hey, tu vois, je pense que mes parents, quand je suis parti, Mon Dieu, c'était quoi, du 50-10 qu'on avait? Ouais, mais tu me l'avais... C'était clairement pas assez, là. Ah, ben, on se débrouillait avec ça, là. Mais c'est loin de ce que j'ai maintenant, là. Mais c'est ça. Il me semble quand je suis parti, mon frère, c'est surtout nous autres, les deux utilisateurs, là, c'est ça qu'on partageait. Nous, correct, moi, je devais, même à 120, faire mes mises à jour puis mes téléchargements hors heure de pointe. Mais ceux qui ont déjà fait un peu de gaming là, sur PC là, vont le savoir, là, les mises à jour Steam ou de jeux en général, là, c'est épouvantable des fois. Là. Puis non. Ouais, mais c'est pour ça que le souci, c'est une affaire que je faisais pas, mais mon ordi, je le fermais tout le temps. Là. Mettons que tu as un ordi gaming qui est ouvert tout le temps, il va faire ses mises à jour automatiquement pendant la nuit. Là. Mais tu vois, moi, ce que je faisais, c'est que justement, j'avais PoE, ça, il se mettait je l'ouvrais la nuit, je faisais rouler mes mises à jour, puis je le faisais éteindre. T'avais-tu programmé quelque chose pour ça? Ça, je te dis, il est toujours très débrouillard pour arriver à faire ce que je veux. C'est très cool, ça. Mais, très cool. Un petit serveur Raspberry Pi là, pour envoyer des requêtes PoE pour ouvrir l'ordi. T'es sûr que c'est PoE comme le terme pour ça? PoE, c'est... c'est non, pas PoE. C'est le Power over Ethernet. Je me mélange. Ouais, c'est quoi là? Comment ça s'appelle? C'était le standard, là. C'est le Wake on LAN. Ouais, le Wake on LAN. Voilà. Ouais. Wake on LAN la nuit. Donc, c'est cool ça. Je pense que j'ai jamais réussi à c'est pas très compliqué, là, parce que je faisais un Steam, tu peux ajouter les heures que tu télécharges. Puis je faisais ouvrir Steam au démarrage. Ouais. C'est tout simple que ça. Puis après ça, cool, je faisais un shutdown 1h30 ou 2 heures plus tard. Là. Voilà. C'est excellent. Ça paraît compliqué, mais quand tu décortiques, c'est ça la programmation, là, pour boucler la boucle, c'est que tu décortiques ton problème en plusieurs, comme pas étapes, là, mais plusieurs segments, puis tu écris des bouts de code pour faire ce que tu as envie de faire. C'est tout simple que ça. Ouais. Dans un contexte personnel, même c'est pas des solutions parfaites, des solutions incroyables, mais tu apprends au travers de ça, puis c'est ça qui est important dans ce processus-là. Absolument.